Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle FAQ qui vient célébrer les 5 ans de la chaîne de Philoman, puisque je me suis lancé dans l'aventure en janvier 2021 précisément. J'aurais dû fêter les 5 ans il y a déjà facilement 5 mois, hein. Mais bon, j'ai été très occupé ces derniers temps. Vous aurez sans doute constaté une légère perte de régularité dans mes productions d'enregistrement. Il me semble quand même que j'ai réussi malgré tout à maintenir, un certain rythme, mais évidemment, j'ai eu des périodes où je ne pouvais, tout simplement pas produire de nouveaux contenus. Mais, maintenant que j'ai réussi l'agrégation haut la main, et que ces derniers mois, je vais potentiellement pouvoir passer un peu plus de temps à produire, de nouveaux enregistrements. J'ai fait cette FAQ-là aussi pour marquer le coup, étant donné que je viens de passer une période assez, fatigante et que, même si ma chaîne a stagné depuis l'année dernière, puisque l'année dernière j'ai atteint les 10 000 et c'est pour ça que j'avais fait une FAQ. Là, je ne suis qu'à 12 000, hein, 12 000 et quelques. Donc c'est pas vraiment un cap, en termes de nombre d'abonnés puisque ma chaîne est en pleine stagnation. Mais c'est un cap, personnel que je pense avoir atteint en étant ici depuis plus de 5 ans et en ayant réalisé, ces, nombreuses choses fatigantes, en dehors de, mon activité sur YouTube. Et donc, je me suis dit que voilà, c'était, l'occasion de célébrer les 5 ans avec vous, de répondre de nouveau à d'éventuelles nouvelles questions et vous m'en avez posé quelques-unes. Au début, j'avais peur de pas en avoir assez. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup. Donc, il faudra pas m'en vouloir. Je fais un léger tri. J'en ai enlevé une ou deux, mais très peu finalement. C'est une ou deux questions auxquelles je pense que j'aurais pas eu de réponse intéressante. D'ailleurs, je préfère vous prévenir, je vais être assez cool, hein, je vais pas trop me prendre la tête. D'ailleurs, je vais boire du café en même temps, dans cette tasse ours, qui va m'accompagner tout au long de cette FAQ. C'est pas un manque de respect à votre égard, mais c'est juste que ça me détend. Et puis, bon, il y en a bien qui fument, des cigarettes électroniques. Alors je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de boire dans ma tasse ours pour faire cette FAQ. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Ce n'est pas du tout un manque de respect à votre égard. Donc, j'avais pensé au début à faire un classement, hein, des questions qui m'ont été, données de manière assez ordonnée. Finalement, je l'ai pas trop fait. J'ai donné un semblant d'ordre aux questions qui m'ont été posées. Il y a 3 catégories de questions. Il y a des questions personnelles, des questions, philosophiques qui portent sur des auteurs, sur des courants de pensée, des choses assez techniques, hein, parfois et des questions sur la philosophie, des questions pédagogiques autour de la vulgarisation. Donc si je devais résumer, c'est les 3 grands types de questions que j'ai eues et je vais commencer par, des questions, plus ou moins personnelles ou sur la vulgarisation et petit à petit, ça va évoluer et puis, il y aura finalement un peu, de toutes les questions, hein. J'ai pas donné un ordre très précis aux questions, je préfère y répondre spontanément, dans un ordre plus ou moins aléatoire, un peu comme la dernière fois. Alors, je vais commencer par cette question: quelle a été votre première rencontre avec la philosophie? Dans quel contexte? Eh bien, comme de nombreuses personnes, je pense, ma première rencontre avec la philosophie, mais vous le savez sûrement déjà, c'était en terminale, hein, en classe de terminale et donc voilà, je j'étais en terminale L et ce qui m'a immédiatement séduit, eh bien, ça a été, le fait de pouvoir, pratiquer une réflexion sur énormément de domaines qui font partie de notre existence, d'avoir l'impression que la philosophie pouvait parler de tout, de manière structurée, de manière logique et je me suis enfin senti, stimulé intellectuellement quand j'ai découvert cette matière. En plus, j'ai vu que je pouvais être le meilleur donc pour mon ego forcément, et ben, ça faisait du bien alors, je me suis dit que j'allais continuer après le bac et je pense que j'ai bien fait. Vu là où je suis arrivé aujourd'hui, je n'ai absolument aucun regret à ce niveau-là. Donc, j'ai découvert la philosophie dans un cadre assez scolaire, mais après, comme j'ai sûrement déjà expliqué ailleurs, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important pour moi. C'est devenu une passion structurante. La philosophie m'a tout apporté, hein. Elle m'a apporté
un but, dans mon existence. Elle m'a apporté bien plus tard un travail et puis elle m'a amené à faire, des rencontres et à rencontrer des personnes qui aujourd'hui ont une place très importante dans ma vie. Donc elle m'a tout apporté. Il y a un rapport assez, subjectif à la philosophie qui est lié, au fait que ça me parle et que ce soit une passion, hein. Pour d'autres, ça pourrait être d'autres passions. Mais je pense quand même que la philosophie a quelque chose, de fondamental à apporter, à l'être humain potentiellement et que Descartes a raison, hein, quand il dit que c'est proprement, vivre les yeux fermés, que de vivre sans philosophie. Ensuite, pour ce qui est de la question suivante, quel conseil donnez-vous à une personne qui veut étudier la philosophie en autodidacte? Ressources en ligne, nom d'autres chaînes YouTube, par où commencer? Alors, c'est très compliqué d'étudier la philosophie en autodidacte. Je pense que ça peut être une bonne idée d'assister à des cours, en candidat libre dans une fac, mais c'est faisable. Moi, je préconise, plutôt des ouvrages de commentateurs qui permettent d'élucider les pensées les plus complexes et les plus techniques. Donc, par exemple, je pense que c'est une très mauvaise idée, quand on se lance en philosophie, d'essayer de lire le Parménide de Platon, hein. Je pense que c'est une très mauvaise idée aussi d'essayer d'attaquer la métaphysique d'Aristote, comme ça c'est extrêmement indigeste, globalement. Donc, je conseillerais, la série, j'ai déjà conseillé plusieurs fois les 2 livres «Apprendre à philosopher avec», hein, voilà. Je vous en montre un petit exemplaire. Ah, ce genre de livre. Oui, celui sur Machiavel est excellent d'ailleurs, hein, il est vraiment fabuleux. C'est un niveau qui demande une certaine réflexion. Parfois, ça peut être assez technique, mais ce genre de livre est très utile. Vous avez aussi des commentateurs, si vous voulez, je pourrais vous faire une liste bibliographique selon les auteurs. Il y a des commentateurs qui ont pas trop mal vieilli. Pour étudier Platon, je préconise toujours Léon Robin qui est, génial. Pour Kant, je préconise Georges Pascal. C'est vous tapez, ces noms-là avec le nom de l'auteur et vous avez des commentaires, fabuleux qui permettent de rentrer dans des œuvres qui sont extrêmement riches et complexes. Mais après, il y a des livres, que je vous conseillerais, qui sont quand même abordables. Renseignez-vous sur, en fait, les déjà, tout d'abord, les auteurs les plus lisibles pour on va dire, un profane. Donc, il me semble qu'il y a un certain nombre de dialogues de Platon qui sont très accessibles. L'Apologie de Socrate, le Gorgias, la République de Platon, bah, attention, à condition de se concentrer un minimum. Voilà, mais je pense que ça reste relativement, abordable. Après, vous avez des auteurs, voilà, qui ont écrit des tout petits textes. Vous avez le manuel, d'Épictète, la lettre à Ménécée d'Épicure. Il y a un livre qui est génial que je vous conseille, parce qu'il est très drôle et en même temps, il nous renseigne sur la pensée des cyniques de l'Antiquité. C'est un petit livre qui s'appelle «Pensées et anecdotes» de Diogène de Sinope. Voilà, donc ça, c'est aussi un petit livre très facile d'accès après vous avez des auteurs, qui sont beaucoup plus, faciles à lire que d'autres, Pascal, Rousseau, Nietzsche, hein, des auteurs qui ont un style plus littéraire. Nietzsche, c'est pas toujours facile, cela dit. Hem mais voilà, globalement, je vous conseille, voilà, de cibler les textes qui ont la réputation d'être les plus simples et de rentrer dans les auteurs techniques avec, une littérature plus secondaire et puis sinon, évidemment, c'est à ça que sert ma chaîne et à ça que servent les chaînes de vulgarisation de philosophie en général sur YouTube, hein. C'est de rendre beaucoup plus accessibles des pensées qui sont très difficiles. Pour un premier contact avec la philosophie, vous avez, aussi, différents ouvrages, hein. La philosophie pour les nuls, par exemple, je l'ai pas trop lu, mais ça m'a l'air assez complet. Il y a aussi, La philosophie, c'est pour vous aussi de Charles Robin. Je le recommande pas parce que c'est un bon pote, mais parce que je trouve que c'est, effectivement excellent pour commencer. Mais voilà, de manière générale, la méthode que je vous donnerai, oui, petite pression supplémentaire, ça c'est peut-être, ça qu'on retrouve pas d'ailleurs dans le livre de Charles Robin. Essayer d'avoir une approche, historicisante ou historique, c'est-à-dire commencer plutôt par le début et terminer par la fin. Ne commencez jamais par Deleuze, par exemple, hein.
commencer par les présocratiques, Platon, Aristote, etc. Parce que, en fait, on comprend mieux la philosophie en elle-même si on voit quelles sont les évolutions logiques entre les grands auteurs à chaque fois. Et je trouve que c'est regrettable des fois qu'on étudie la philosophie de manière assez aléatoire chronologiquement. On va commencer, par exemple, je dis ça au hasard, hein, on va un tout petit peu faire de Platon, puis boum, après on va vite passer à Descartes, et puis Kant, et puis on a sauté 1000 ans, plus de 1000 ans parfois de philosophie, on comprend pas pourquoi un tel il pense ça. Donc voilà, moi j'insisterai quand même là-dessus, si jamais vous voulez faire de la philosophie en autodidacte, renseignez-vous à chaque fois sur les influences des auteurs et quels auteurs il faudrait mieux avoir étudié avant pour mieux comprendre cet auteur. Parce que des fois, même ça arrive qu'il y en ait qui surestiment le génie d'un auteur parce qu'ils ignorent quelles sont ses influences. C'est- Nietzsche, pardon. Voilà, donc faites justement ce travail-là. Vous aurez une compréhension un peu plus profonde des auteurs. Et bon, bah là, il suffit de faire des recherches sur Internet. Vous avez aussi des livres, d'ailleurs, de philosophie accessibles en ligne sur Wikisource, hein. Il y en a un certain nombre qui sont accessibles. Ensuite, on me demande, aimez-vous d'autres disciplines que la philosophie? Euh, Oui, alors oui, oui, évidemment, il y a d'autres disciplines, que j'apprécie en dehors de la philosophie. J'apprécie, bah, de manière générale, j'avoue que je me suis toujours, je dirais pas que ça me passionnait, mais en prenant de l'âge, je m'intéresse de plus en plus à ce qui va relever de la physique ou, des sciences, de manière très générale. Après, sans prétention, hein, je suis loin d'avoir une culture scientifique exceptionnelle. Je regrette de pas avoir plus de temps d'ailleurs pour creuser tout ça. Mais j'avoue que je ne pense pas avoir un profil 100% littéraire, hein, même si c'est un bac littéraire que j'ai eu. J'ai surtout passé un bac littéraire parce que je ne supportais pas les mathématiques, hein, c'est surtout ça mon blocage. Après, oui, effectivement, j'apprécie la plupart des disciplines scientifiques, mais ce qui me parle le plus globalement, c'est tout ce qui va relever des sciences humaines, la psychologie, la sociologie, et aussi toutes les disciplines qui ont un caractère artistique, hein. Parce que, bah, tout simplement, c'est ça qui nourrit la réflexion et de toute façon, pour mieux comprendre parfois les philosophes, on doit aussi étudier les exemples qu'ils prennent eux-mêmes, qu'ils analysent et inversement, des exemples culturels peuvent ensuite servir à illustrer de grandes théories et à montrer en quoi, les théories des philosophes, sont toujours pertinentes et ancrées dans la réalité. J'insiste là-dessus parce qu'on pense toujours à tort que la philosophie, c'est une espèce d'exercice verbeux, abstrait, déconnecté de la réalité. Pour moi, il n'y a rien de plus faux que cette réputation que se coltine injustement la philosophie. Euh, oui, petite parenthèse, parce que j'ai oublié de répondre à une partie de la question précédente. On me demandait des ressources en ligne, donc j'ai parlé de Wikisource, non d'autres chaînes YouTube. Alors évidemment, je vais pas vous faire un inventaire de toutes les chaînes de philosophie sur YouTube parce que je les connais pas toutes, mais je trouve que la chaîne de Monsieur Phi, en particulier son émission Thinkerview est géniale. Je trouve ça très intéressant, très vivant. Vraiment, je trouve ça excellent. Bon, le précepteur, évidemment, hein, je pense que tout le monde le connaît. Ai-je besoin de le recommander? Bah, je le recommande quand même parce qu'il a fait des enregistrements d'excellente qualité. C'est un confrère ô combien respectable. À part ça, qu'est-ce que je pourrais vous recommander d'autre? J'avoue que je connais pas énormément d'autres chaînes de philosophie sur YouTube. Oui, je l'ai déjà recommandé, mais je recommande évidemment la chaîne d'Hervé Pasqua, qui est un grand professeur émérite. Mais là, c'est pas pour débuter, c'est vraiment si vous voulez vous spécialiser dans la métaphysique, hein. Voilà, donc n'y allez peut-être pas si vous voulez apprendre la philosophie en autodidacte, hein. Mais voilà, j'avoue que là maintenant, je suis désolé, je réponds spontanément et j'ai pas d'autres chaînes YouTube qui me viennent. Mais j'ai de souvenirs, je crois, il me semble que la chaîne Politicon en philosophie politique est plutôt bien, c'est pas mal du tout.
Et je me rappelle plus, des autres, chaînes de philosophie. Bon, j'ai un trou, mais il y en a d'autres, qui sont effectivement très bien et que je découvre un peu sur le tard. Le Microsoft, par exemple, donc ah oui, puis Parole de philosophe, purée, je sais pas pourquoi j'y pensais plus. Excellente chaîne, la Parole de philosophe, que vous connaissez aussi déjà sûrement. C'est vraiment, u une des meilleures, je vous la recommande vraiment celle-là. C'est clair, ça va au fond des choses, c'est accessible pour un assez large public. Faut quand même se concentrer. Je pense que, c'est de la vulgarisation qui est un minimum exigeante, un peu comme, ce que je pense faire. Sauf que lui, il y a un montage, c'est très didactique, donc ça plaira sûrement à un public, plus large que le mien. Mais, d'ailleurs, c'est le cas, hein, il a plus de 100 000 abonnés au moment où j'en parle. Donc, oui, je vous recommande, chaleureusement, sa chaîne, vraiment. En plus, il a l'air vraiment très sympa. Alors, le métier de professeur, question suivante. Le métier de professeur est-il ce que vous aviez imaginé? Que vouliez-vous faire avant? Permettez-moi, je bois une gorgée de café dans la tasse ours. Voilà. Alors, eh bien, alors c'est une très bonne question parce que en fait, bah, j'en ai jamais discuté avec, des collègues, professeurs de philosophie. Il faut dire aussi que il y a très, très, très peu de de professeurs de philosophie dans mes amis ou dans mes amis proches. Heu et donc bon, en termes de retour d'expérience, on va dire que je suis un peu un cavalier solitaire, mais je dirais que la manière dont on s'imagine le métier, ça dépend des souvenirs que l'on a soi-même quand on était en cours de philosophie en terminale. Or, si je en me basant sur mes souvenirs, j'avais le souvenir que le cours de philosophie intéressait un peu certains élèves, qu'il y en avait quand même un bon paquet qui s'en foutaient mais le prof était excellent, sinon il m'aurait jamais rien, donné envie il m'aurait pas donné envie de continuer à faire la philosophie après le bac, donc c'est pas la question évidemment. Parfois, c'est aussi les élèves le problème, je sais que c'est tabou, mais il faut aussi le dire, et donc, hem j'attendais pas forcément grand-chose du métier. Bon, moi, il se trouve que j'étais, l'élève qui, répondait toujours aux questions et qui était au taquet en cours de philosophie. Il y a toujours un ou 2 élèves comme ça d'ailleurs encore aujourd'hui quand je fais cours, sur lesquels je sais que je peux m'appuyer quoi qu'il arrive, heureusement. Mais après, voilà, disons que la manière dont je m'imaginais le métier, elle n'a jamais été idéale. Il y a juste un point sur lequel j'ai fait mon deuil, assez rapidement quand j'ai commencé à enseigner. Parce qu'en fait, ça a eu lieu en 2 étapes. Je sais plus si je vous l'avais raconté. D'abord, j'ai enseigné dans un lycée privé hors contrat, c'était avant d'avoir le CAPES et puis, bon, c'était des élèves en décrochage scolaire avec un niveau, scolaire absolument minable la plupart du temps, donc c'était très, très compliqué de leur faire cours et de les intéresser. Bon, mais j'avais déjà la passion de transmettre, donc j'avais déjà, l'essentiel, même si je pouvais, encore faire mieux, par la suite, hein. Mais c'est surtout quand j'ai commencé à enseigner avec des classes représentatives de ce que l'éducation nationale est devenue aujourd'hui, que j'ai dû faire mon deuil et notamment un deuil vis-à-vis d'une chose, en particulier si on enseigne à des séries techno, hein, désolé, mais bon après je me base sur mon expérience. Je dis pas que il y a sûrement des classes avec des élèves de techno qui sont très bien. D'ailleurs, dans la classe que j'avais à l'époque, il y avait des élèves qui étaient très bien, hein. Mais je pense vraiment qu'il y a un certain type de personnes, un certain type d'élèves. Heu, il faut y avoir été confronté pour voir de quoi je veux parler, hein. Qui ne comprendront jamais l'intérêt de la philosophie et c'est horrible. Enfin, vraiment, il m'a fallu un moment avant de le reconnaître. Alors attention, c'est une infime minorité, hein. Il y a très, très peu de gens en réalité pour qui n'auront jamais le déclic. Mais je reste convaincu qu'il y a une toute petite partie, des élèves ou des gens en général en société qui ne pourront jamais comprendre l'intérêt de la philosophie et ça sera jamais leur truc. Je croyais, on va dire, et je crois toujours un peu en la portée universelle de la philosophie, en sa capacité à parler à la plupart des gens et à permettre un éclairage salutaire sur la réalité, bien sûr, hein. D'ailleurs, j'arrive à convaincre,
la grosse majorité de mes élèves de cet intérêt, donc je pense pas être le pire prof de la planète, hein. Mais honnêtement, je suis convaincu enfin, j'avais cette naïveté avant d'enseigner je pensais pas qu'on pouvait n'en avoir rien à foutre de la philosophie, mais absolument et radicalement. Voilà. Donc c'est ça qui a changé quand j'ai commencé à enseigner. J'ai découvert qu'il y avait des individus, je suis désolé pour l'exemple que je vais prendre, mais dont le principal centre d'intérêt, c'est ça. Voilà, bon, c'est très rare, hein, faut pas caricaturer les jeunes, hein. En réalité, ils sont pas si nombreux à être comme ça. En apparence, quand on les voit, on se dit: «Ouais, ils sont complètement azimutés avec les écrans et tout». En réalité, pas tant que ça, ils réfléchissent, beaucoup, hein, ils sont pas bêtes du tout, la plupart. Mais il y a une minorité, faut admettre, ouais, ça sera jamais leur truc et c'est pas grave et tant pis et c'est comme ça et je ne crois pas qu'à l'époque de Platon, et de Socrate, il y avait pas déjà des individus, qui n'en avaient strictement rien à péter, hein, voilà, pour le dire un peu grossièrement. Que vouliez-vous faire avant? Eh ben, qu'est-ce que je voulais faire avant? Alors, rien du tout. Je ne savais pas du tout quoi faire avant de découvrir la philosophie. J'étais un jeune un peu perdu qui s'ennuyait à l'école, comme je l'avais, déjà, expliqué dans une autre FAQ. J'étais pas mauvais, mais disons que presque tout me passait un peu au-dessus. Et c'est avec la découverte de la philosophie que j'ai commencé à avoir de très bonnes notes, à être premier de la classe, etc. Et que j'ai eu envie vraiment de me dépasser. Mais effectivement, avant, j'avais pas vraiment de projet professionnel. J'avais une idée quand même, mais c'était un projet un peu fou et mon père m'a assez vite dissuadé. Je peux pas lui en vouloir d'ailleurs avec le recul, hein. C'était de devenir acteur ou justement de travailler dans le milieu du théâtre puisque, dans les disciplines artistiques, qui me plaisent, outre la musique, hein, j'ai une collection de CD, immense, hein, je dois avoir plus de 900 CD, un truc comme ça, j'ai arrêté de compter une fois que j'ai passé les 800. Outre bon, ma passion pour la musique sous ses différentes formes, même si j'aime énormément le rock, hein, je en réalité j'écoute de tout. J'aimais énormément le théâtre et le théâtre et ben, ça c'est vraiment, c'est une passion qui m'a jamais complètement quitté. J'ai fait du théâtre, plusieurs années dans divers en club ou en troupe. Je faisais partie d'une troupe de théâtre d'ailleurs. Hem, mais voilà, depuis que mon, bien-aimé, professeur de théâtre, a quitté ce monde, je n'ai pas beaucoup eu l'occasion de refaire, ça m'a mis un coup. C'est très dur de faire son deuil, quand quelqu'un qui a vraiment eu une influence sur vous, disparaît d'un seul coup. Et donc oui, j'aurais vraiment voulu à un moment donné, être, oui, pourquoi pas acteur. D'ailleurs, c'est marrant parce que les élèves qui apprécient mes cours et il y en a encore une, récemment qui me l'a dit, qui m'a écrit un très joli mot, très touchant, en fin d'année. Elle a dit que j'avais une théâtralité extraordinaire et je pense que dans ma manière de faire cours, parfois j'essaye encore un petit peu de faire vivre cette passion que j'avais initialement pour le théâtre, hein, voilà. Je sais que ça saute pas aux oreilles quand on écoute mes enregistrements et qu'il y en a sûrement qui doivent me trouver chiant, avec ces grosses voix. Mais quand je fais cours, je vous assure que les cours sont réellement, vivants et dynamiques, hein. Faudrait être de mauvaise foi pour pas le reconnaître. Donc voilà pour ce que j'aurais voulu faire avant. Je prévoyais de m'orienter vers le droit, mais j'ai préféré faire la philosophie. Je pense que ça m'aurait pas beaucoup plu. Donc j'avais pas énormément d'ambition avant de rencontrer, la philosophie, d'ambition réaliste, on va dire. Question suivante: quelle relation avez-vous avec la connaissance? Ah ah! Eh bien, la relation que j'ai avec la connaissance, elle est assez proche d'Aristote. D'ailleurs, c'est une idée que j'ai jamais réussi à universaliser parce que j'ai enseigné, je sais ce que c'est. Mais, la connaissance, c'est la manière dont je vois les choses. Au plus j'apprends de choses, au plus j'ai envie d'en savoir. Voilà. En particulier en philosophie parce que c'est le domaine qui me passionne, mais je sais que des fois, même quand je fais une recherche, sur, je sais pas, sur la relativité, d'Einstein ou, sur, n'importe quel, aspect, qui porte sur, la physique ou,
ou même, on va dire, en esthétique, sur la querelle du coloris, du 17e. Quand j'apprends des choses de manière générale, j'ai toujours envie de creuser, d'en savoir plus, quel que soit le domaine. Mais en particulier en philosophie, donc je dirais que le rapport que j'ai à la connaissance, c'est un rapport de stimulation, voilà, un rapport dynamique. J'avoue que j'ai jamais fait l'expérience, pourtant Dieu sait que j'adore Schopenhauer, que je suis d'accord sur quasiment tout dans sa philosophie, pas tout, mais presque. Mais j'ai jamais développé en tout cas, dans ma vie, après c'est peut-être parce que je suis pas encore, trop vieux, même si je commence à avoir de l'âge, mais j'ai jamais eu cette espèce de misologie dont parlait Kant c'est-à-dire cette haine du savant, peut-être parce que je suis pas encore assez savant du coup, mais de celui qui regretterait de s'être trop cultivé, d'avoir un regard trop lucide sur le monde ou qui regretterait d'avoir passé trop de temps à apprendre de choses, au lieu finalement de se divertir, de s'amuser et cetera. Moi, je sais que à l'heure actuelle, ça n'a pas toujours été le cas, mais je retire plus de satisfaction dans le fait d'avoir fait un enregistrement sur, Deleuze et de d'avoir fait un effort intellectuel important, hein, d'avoir fait, un exposé dont je suis fier sur ma chaîne, que d'avoir, je sais pas moi, de m'être diverti, d'avoir joué à un jeu vidéo pendant, je sais pas combien de temps à l'heure actuelle, très clairement, je pense que je suis totalement stimulé par le désir de connaître, qui est, naturel en tout cas, pour moi, hein, sans pour j'irai pas jusqu'à dire que c'est naturel chez tout homme, au sens vraiment, abstrait et exigeant du terme, mais en tout cas chez moi, ça l'est. Donc voilà la relation que j'ai à la connaissance. Comment se passe une préparation comme cette dernière vidéo? La dernière vidéo, hein, pour ceux qui l'auraient pas écoutée, c'est, une vidéo où je parle de Deleuze, qui m'a demandé un gros effort parce que pendant longtemps, j'ai vraiment cru que je serais jamais capable de faire, un enregistrement sur Deleuze. Je t'avoue que je suis assez content de celui-ci, donc je vous encourage à aller l'écouter si jamais ça vous intéresse. Est-ce que vous lisez toutes les œuvres? Des livres d'introduction? Ce n'est parfois pas évident pour définir un ordre de lecture de certains auteurs. Est-ce que vous faites des fiches de lecture? En tous les cas, beau travail. Alors, pour répondre, assez simplement, en fait, ça dépend de mon degré de connaissance de l'auteur, initialement. Pour Deleuze, ça m'a demandé un gros effort parce que c'est un auteur sur lequel je ne connaissais presque rien. Et surtout, c'est un auteur extrêmement compliqué, en raison de son style obscur et cetera. Donc, dans ce genre de situation, je préconise évidemment la lecture, de livres d'introduction. Il y a un ami qui m'avait prêté un livre, qui introduisait la pensée de Deleuze, auquel je n'ai presque rien compris, mais c'était déjà mieux que rien, donc ça m'a un peu servi de base, même si c'était assez fragile. Parfois, ce qui peut débloquer aussi, quand vraiment on connaît rien à un auteur et qu'on sait pas par où commencer, c'est les émissions France Culture. Alors, j'en ai pas écouté sur Deleuze, il y en a peut-être qui sont très bien, je sais pas. Mais je dois rendre hommage ici à un confrère, Parole de philosophe, qui avait fait une très bonne vidéo justement sur Deleuze. Et j'avoue que pour la première fois de ma vie, j'ai entrevu un début de compréhension de la pensée de Gilles Deleuze grâce à lui. Voilà, donc ça m'a aidé. Après, j'ai développé ma propre, on va dire, compréhension on va dire, de son travail philosophique à partir d'un texte que j'avais déjà identifié et que j'avais déjà ciblé comme étant un texte plus clair que la moyenne. C'est qu'en fait, il faut avoir le même rapport avant de faire un enregistrement de philosophie ou un exposé philosophique, ou même quand on prépare un cours, enfin peu importe, quand on aborde un auteur, il faut faire comme quand on a un texte un peu difficile sous les yeux, c'est-à-dire on commence par repérer les passages clairs, et à partir des passages clairs, on éclaire les passages plus complexes, plus obscurs, plus difficiles à comprendre. Et concernant Deleuze, bah, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti d'un texte que je comprenais, assez bien et après, bah, je me suis frotté à l'anti-Oedipe, et donc j'ai essayé de synthétiser à partir de différents ouvrages d'introduction ce que j'ai compris de l'anti-Oedipe, du rhizome et cetera. Et après ce que je fais, c'est généralement, c'est un peu l'envers du décor, c'est que je tape
en fait, j'écris des éléments d'analyse de ce que je comprends, je les mets en ordre et je repère des textes clés que je vais analyser dans mon enregistrement, ou en tout cas sur lesquels je vais prendre appui. Et à la fin, je structure mon enregistrement de façon, on va dire, assez ordonnée, avec un sens de la progression. Et bon, tout ça, c'est un travail de synthèse personnelle que je fais ensuite. Pour les fiches de lecture, ça dépend. Je fais des fiches de lecture quand je prévois quelque chose d'assez ambitieux. Sinon, des passages clés, ça peut suffire. Donc voilà pour. Je ne conseille pas de lire toutes les œuvres de A à Z. C'est même pas possible en fait. Euh, il y a c'est dur d'être vraiment spécialiste d'un auteur, hein, j'ai déjà expliqué, mais le niveau pour y parvenir est extrêmement exigeant. Donc je vous conseille d'être stratège. Quand vous prenez un livre d'un auteur, regardez le sommaire et voyez quels sont les passages qui vous intéressent le plus. Voyez. Moi, par exemple, Deleuze, il y a une notion qui m'intéressait énormément dans sa philosophie, c'était le désir chez Deleuze. Bon, bah, je prends par exemple tel livre qui va parler de l'anti-Oedipe et je vais prendre le passage qui m'intéresse le plus et puis après je vais essayer de l'interpréter. Donc voilà, aller à l'essentiel. Ça vaut aussi pour la préparation des concours en philosophie. Il faut toujours aller à l'essentiel, repérer les éléments cardinaux de la pensée d'un auteur au sein de son œuvre et puis vraiment passer du temps dessus de manière ciblée, ne pas se disperser. Voilà quel serait mon conseil principal. Ensuite, comment faites-vous pour être aussi génial? Alors, je sais pas parce que je suis pas génial, voilà. C'est tout. Je suis pas génial, je suis quelqu'un qui est passionné par ce qu'il transmet, qui travaille beaucoup, de manière générale, avec des moments de pause salutaires évidemment. Mais voilà, je pense que je suis pas spécialement génial. Heu, les les seules caractéristiques innées que j'ai depuis que je suis, enfant d'ailleurs, hein, j'ai toujours été comme ça, c'est que j'ai une très, très grosse mémoire, hein, naturellement. Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu une énorme mémoire. J'étais capable de réciter des histoires que j'avais entendues, en audio, avant même, de savoir lire. Bon, donc j'ai toujours eu une, très grosse mémoire. Et pour ce qui est du reste, disons que c'est surtout la curiosité, voilà. Quand j'étais gamin, j'avais une curiosité déjà pour des choses assez spécifiques. Je me rappelle quand j'étais petit, j'étais fasciné par les châteaux forts, donc avec mes parents, on avait dû se taper tous les châteaux de la région, du Var, il me semble, ou voilà, ou ou de la région PACA, enfin je sais plus. Et puis après, c'était l'Égypte antique. Bon, voilà, donc j'ai toujours eu, on va dire, une espèce de curiosité un peu euh, très ciblée, voilà. Et je pense que la conjonction de la grosse mémoire et de la curiosité toujours ciblée, bon, bah, quand les deux rencontrent la philosophie, ça donne Philomane, mais enfin, c'est pas génial. Je pense il y a pas grand-chose d'inné. Enfin, je pense qu'il y a enfin, on va dire des prédispositions innées chez moi, mais rien de génial. Si par génial, on entend quelqu'un d'exceptionnel qui aurait des super pouvoirs. J'en ai hein, des super pouvoirs, mais c'est principalement une plaisanterie. Hein. Je pense pas voir un melon qui fait la taille d'une pyramide. Hein. Voilà. Combien même l'Égypte antique m'intéresse. Alors, bonjour. Envisagez-vous de faire de la politique? Je parle par exemple de créer à l'avenir un parti politique ou de diriger notre pays, car il semble que vous en ayez les capacités. Le paysage politique étant aujourd'hui majoritairement rempli de médiocrité intellectuelle et de faux savants. Alors, question suivante. Je rigole, je vais y répondre. Alors, au début, j'ai cru que c'était un troll, honnêtement. Mais en fait, c'est un élève à moi, élève brillant, excellent d'ailleurs, hein, qui m'a posé cette question et qui, je pense, encore une fois, m'idéalise beaucoup trop. Alors, je vais essayer d'y répondre de manière un minimum sérieuse, quand même, sans, on va dire, trop m'avancer.
Bon, déjà, il y a une raison financière, c'est que pour se lancer en politique, il faut déjà avoir des fonds. Je ne suis pas assez riche pour me faire connaître et faire connaître mes idées et me lancer dans la politique. Donc déjà, rien que ça fait que jamais je me lancerai en politique. Et puis, bon, la raison pour laquelle je me lancerai jamais en politique, c'est que la politique, c'est tout simplement pas mon domaine, hein. Alors, je dirais pas que j'en ai rien à foutre, attention, parce que je ne crois absolument pas qu'on puisse être apolitique. Pour moi, c'est une posture hypocrite ou alors si elle est sincère, c'est une posture qui est illusoire. Je pense qu'on a tous un minimum des convictions politiques. Je pense qu'on a tous une tendance plutôt gauche, plutôt droite, enfin bon voilà, radicale, pas radicale, nuancée, bon, peu importe en fait. Mais même si le paysage politique actuel est effectivement vraiment pas beau à voir de mon point de vue, hein, avec des idéologies de plus en plus polarisées et caricaturales. J'avoue que je me lancerai pas là-dedans, quoi, vraiment. Soit parce que je suis trop nihiliste et que j'étais un peu trop déçu de la politique depuis le nombre d'années où j'ai voté sans avoir le résultat escompté. Soit parce que, bah, tout simplement, je pense que pour se lancer en politique, il faut vraiment, vraiment vouloir s'en prendre plein la tronche. Il faut vraiment avoir un esprit de combat, de conflit que j'ai pas aussi. Je crois que c'est aussi pour ça, que je me lancerai jamais en politique, même si, je pourrais, et d'ailleurs il y en a qui font ça, hein. Vous avez des chaînes, YouTube, de militants, pas du Ring par exemple, un militant de gauche, à fond. Vous avez ce genre de chaîne. Bon, moi je personnellement, je ferai pas de chaîne militante, hein, pour déjà parce que comme Simone Veil l'a bien expliqué, à partir du moment où on est encarté dans un parti, bah, on s'interdit, une certaine liberté de pensée, une certaine, réflexion un peu autonome. Elle a expliqué en quoi justement, les partis politiques étaient des machines à produire, des, passions collectives. J'avais fait un enregistrement là-dessus d'ailleurs, auquel je vous renvoie. D'ailleurs, Simone Veil, c'est peut-être la philosophe qui me correspond le plus à tous les niveaux, que ça soit au niveau métaphysique, politique ou religieux. Donc, voilà pour, heu, mais comme elle, en fait, je pense pas qu'on puisse être apolitique et j'ai clairement une préférence pour les idéaux politiques un tant soit peu humanistes, qui ont une dimension, fédératrice plutôt que clivante et qui, entraîne une espèce de repli sur soi de quelque sorte, qu'il soit. Mais je ne crois pas, vraiment, je crois vraiment pas, en la politique actuelle. J'ai je pense que je pense que j'ai rien à apporter là-dedans. Peut-être, je dis pas que je dis pas que je renoncerai à m'y intéresser. Je continuerai à suivre ça parce que j'estime que quand on est un citoyen, bon, bah, la moindre des choses, c'est de s'intéresser un minimum à la politique de son pays, de voir comment les choses évoluent. Mais il faudra pas compter, sur moi pour venir se joindre, à la bataille de manière, vindicative, quoi, ouais. Mais j'observe tout ça avec, intérêt quand même, il y a pas de souci. Mais chacun son domaine. Moi, c'est la philosophie et je n'ai pas envie d'apprendre aux gens, de leur apprendre ce qui est bien ou mal, ce qu'ils devraient penser ou pas. Chacun, se débrouille, mais j'estime que sur ma chaîne, je donne des outils utiles quand même pour voir, quelles peuvent être, les limites, de certaines théories politiques. Parce que je rappelle quand même une chose, c'est que dans toute idéologie politique, il y a des racines philosophiques. Mais justement, la philosophie elle-même, elle est, au-delà des clivages, elle est au-delà de, l'idéologie politique et elle permet, je trouve un recul critique très salutaire. Donc voilà aussi pourquoi je préfère me consacrer à la philosophie plutôt qu'à la politique. Même si encore une fois, hein, je dis pas que je dis pas que je suis apolitique, mais juste, chacun son domaine, quoi, voilà. Alors ensuite, bonjour cher confrère, j'ai une petite question pour votre FAQ. Que pensez-vous de l'enseignement de la philosophie tel qu'il est pratiqué en France? Je veux parler, mais ce ne sont que quelques exemples, du choix des auteurs et des thématiques ou de l'importance de la dissertation. Merci. Hem, alors, c'est une très, très bonne question. Qu'est-ce que je alors, hem
Moi, personnellement, j'ai appris ça quand j'ai discuté un jour avec une jeune professeure d'italien, enfin d'origine italienne et qui donc a commencé à exercer en France. Elle me disait qu'en Italie, par exemple, ils avaient un rapport à la philosophie qui était beaucoup plus historique que nous. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pas plus mal. Ils font d'ailleurs de la philosophie plus tôt, il me semble aussi, hein, pas juste en terminale. Je pense que il faudrait valoriser une approche un petit peu plus historicisante. Peut-être que l'approche historique qui consiste à commencer par les présocratiques, par Platon, pour aller ensuite progressivement jusqu'à la modernité, ça serait peut-être un peu lourd d'un point de vue pédagogique, mais je pense qu'à la fin, les élèves prendraient la philosophie un peu plus au sérieux et ils arriveraient mieux à se repérer mentalement par rapport à la manière de penser de tel ou tel auteur. Moi, personnellement, si je devais modifier quelque chose dans la manière de faire la philosophie, ça serait ça, mobiliser une approche plus historique, ce que j'essaie un petit peu de faire dans mes cours, hein, quand même si je fais ce qu'on me dit, je suis un bon soldat de la République, hein, j'étudie les notions, voilà, je fais l'entrée par notion du programme de terminale, et puis dans ce cadre-là, je convoque les auteurs, mais euh, je pense que c'est très bien de rappeler que Descartes, c'est un philosophe rationaliste, que le siècle du rationalisme, le XVIIe, ça correspond à une tendance bien particulière, qui n'est absolument pas la même que celle de la scolastique, qui n'est pas la même que celle de l'époque antique, à l'époque de la Grèce antique. Enfin, je pense que c'est quand même bien vraiment d'insister davantage sur cette historicité, parce que sinon, après, on va se retrouver avec des élèves qui vont mettre Platon et Sartre sur un même plan, ou enfin, non, enfin, ça n'a aucun sens de faire ça, ou même de les comparer, ça n'a aucun sens, hein, voilà. Donc, les philosophes, c'est pas juste des noms, quoi. Enfin, je trouve qu'à trop vouloir procéder de manière abstraite avec des notions, puis des noms qui sont pas forcément recontextualisés, on perd de vue ce qui fait l'historicité de la philosophie comme un long cheminement réflexif à travers les siècles pour l'humanité. Et moi, c'est ça qui me plaît pas trop dans une certaine façon de faire, que j'espère conjurer un peu, hein. Une des premières choses que je fais en début d'année avec mes élèves, c'est que je leur fais une grande frise chronologique avec les principaux auteurs, les grandes époques et les noms à retenir. Je trouve que c'est structurant pour eux et que c'est une bonne chose de le faire, même sur un plan pédagogique. Et pour ce qui est du choix des auteurs et des thématiques, alors moi je trouve que là, il commence à y avoir un gros problème. Je tire la sonnette d'alarme. Il n'y a pas assez d'heures de cours. Et le programme est beaucoup trop ambitieux. Enfin, il y a un problème là. Enfin, je veux dire, j'ai toujours terminé le programme de terminale de justesse. Cette année, je n'y suis même pas parvenu parce que il y a plein d'heures qu'on sauté pour des raisons plus ou moins valables. Mais bon, tout ça pour dire que je pense qu'il faudrait soit diminuer un petit peu les notions, si on veut vraiment que les élèves fassent le moins de philosophie possible, hein, ou alors il faudrait augmenter le nombre d'heures, ce qui serait nettement mieux, mais hein, pour faire ça, il faut un peu d'argent, c'est vrai, il faut faire des choix économiques un peu différents, hein. Voilà. Mais là, franchement, je pense que ça serait salutaire, hein. Il faudrait faire plus d'heures parce que je trouve que le nombre de notions n'est absolument pas proportionnel au nombre d'heures que l'on a. Ou alors, mais je le ferai jamais parce que je préfère mieux me pendre que de faire ça, faire des cours minables avec deux pauvres définitions et trois auteurs par chapitre. Ah, là, c'est sûr, on fait tout ça et même on termine en avance si on le fait, mais jamais de ma vie je ne ferai ça. Je m'oppose à cette manière de faire. Euh, et le choix des auteurs, bon, je trouve qu'il est parfois un peu arbitraire. Je ne vois pas ce que des auteurs, parmi les ajouts récents, viennent faire dans le programme de terminale, à moins que Murdoch ou comment il s'appelle déjà, Hersch, enfin bon, je sais plus. Ah, si ces auteurs-là ont apporté quelque chose à l'histoire des idées, alors je fais mon mea culpa, je m'excuse et bravo à eux, mais je comprends pas pourquoi Camus n'est plus ou n'est pas ou plus dans le programme. Je comprends pas pourquoi Étienne de la Boétie, même s'il a écrit un seul grand texte, mais c'est un grand texte, ne fait pas partie de la liste des auteurs. Bon, j'aurais des choses à redire à ce niveau-là aussi, mais bon, voilà, c'est des détails.
Globalement, le choix des notions, je trouve qu'il est très bon, mais par rapport au nombre d'heures qu'on a pour les traiter, c'est un peu n'importe quoi. Et la dissertation, bah, je trouve que c'est un exercice rhétorique, hein. C'est presque plus un exercice rhétorique qu'un exercice intellectuel, mais je trouve que c'est un exercice qui est quand même, qui permet à un élève de faire un travail d'analyse, d'une question et qui lui permet aussi de faire preuve de rigueur à l'écrit, pour toujours bien répondre de manière précise à une question, tout en mobilisant des connaissances. Je pense que ça doit faire partie des compétences qu'un élève doit acquérir au cours de sa scolarité pour avoir un esprit structuré et rigoureux et avoir un esprit structuré ou et rigoureux, bah, je trouve que c'est utile pour ma part, hein, voilà donc je suis pas du tout un anti-dissertation. Je préfère peut-être l'explication de texte, cela dit. Je trouve que c'est un exercice qui est bon, déjà, c'est un exercice qui est beaucoup plus ancien, qui est ancestral et qui, mine de rien, demande des capacités d'analyse, assez solide, parfois une bonne compréhension aussi de l'histoire de la philosophie. Donc, clairement, je préfère cet exercice. Ça veut pas dire que je déteste la dissertation, mais bon, voilà. Les exercices, je les trouve valables. Je suis pas un grand révolutionnaire, hein, en ce qui concerne la manière de faire de la philosophie. Il y a juste des petits points de désaccord que je peux avoir, mais rien de bien méchant. Terminé le café. Alors, je vais être un peu provocateur. Alors, j'ai choisi cette question-là juste après parce qu'elle porte aussi sur la thématique de la méthode. Je vais être un peu provocateur. Ne pourrait-on pas rendre la philosophie de terminale plus parlante, c'est-à-dire s'appuyer sur elle pour traiter des sujets qui nous touchent plus directement, comme la question du sens de la vie dans la postmodernité, les débats sur la déconstruction, Foucault, Bourdieu, ou encore plus concrètement les débats sur l'euthanasie, l'eugénisme, le transhumanisme, plutôt qu'apprendre la théorie des idées ou le fait qu'il faut bannir les poètes. Je sais, c'est extrêmement réducteur de résumer ainsi ces thèses, oui, mais force est de constater que c'est perçu à peu près comme tel par le terminal moyen. Serait-ce une bonne idée ou pas? Par exemple, en SES, on ne reste pas bloqué sur les débats théoriques autour de la valeur, classique, néoclassique. On s'intéresse aussi à des enjeux très actuels liés aux situations actuelles. J'admire beaucoup votre travail et désolé d'avoir été rude, mais je voulais transmettre rapidement l'esprit de ma question. Alors, je dis ça en tant que professeur de philosophie qui enseigne depuis plus ou moins une décennie maintenant. Euh, c'est vrai que c'est très difficile de rendre concret et intéressant pour des élèves la théorie des idées chez Platon et le fait qu'il faut bannir les poètes de la cité. Mais je vais défendre Platon, je vais même défendre ces idées-là. Pourquoi? Parce que la théorie des idées chez Platon, c'est une théorie qui est opposée à la manière dont on a tendance à concevoir la genèse des idées empiriquement. Donc déjà, ça vaut le coup que les élèves de terminale, y soient confrontés, même si ça leur paraît abstrait. Et le fait qu'il faille bannir les poètes de la cité. D'ailleurs, oui, il y a des élèves de terminale qui parfois quand même comprennent l'intérêt hein, des idées chez Platon et comprennent aussi le lien que ça peut avoir avec la réminiscence. Et j'ai une élève il y a pas longtemps qui m'a demandé très justement et de manière pertinente, bah alors ça veut dire que pour Platon, eh ben, il y a jamais de vraie découverte en sciences. Bah, vous voyez, non mais c'est super pertinent quand même ce genre de questions qui sont toujours actuelles à partir de Platon. Et le fait qu'il faille bannir les poètes de la cité, mais pareil, il suffit de montrer que c'est actuel. Pourquoi est-ce que des fois dans les médias on voit passer des questions sur la mauvaise influence que certains artistes peuvent avoir à travers leur comportement ou leurs paroles dans leurs chansons, ou même le fait qu'il faudrait supprimer les jeux vidéo violents parce que c'est une mauvaise influence sur la jeunesse. C'est une idée un peu bête, sans doute, mais je veux dire, on peut facilement utiliser des trucs qui paraissent un peu perchés, entre guillemets, chez Platon pour nous aujourd'hui, pour juste en montrer que ça l'est pas tant que ça. Mais dans ce cas-là, vous voyez, ce qu'il faut faire, c'est ce que je conseille de faire d'un point de vue pédagogique, c'est déraciner l'auteur par rapport au contexte de son époque
et le réimplanter dans une grille de lecture moderne qui ne le dénature pas, vous voyez? Tout en montrant bien que Platon aurait pas pu dire ça, mais que ça conserve encore un sens, une pertinence. Voilà. Donc, juste, je défendrai quand même ce qui est critiqué ici. Et d'ailleurs, je vais faire la même chose dans l'autre sens par rapport à Foucault. Euh, Foucault, moi, je l'étudie uniquement en terminale, en spécialité, c'est-à-dire en HLP, en humanité, lettres, philosophie, en fin d'année, parce que c'est facilement un des auteurs les plus difficiles du programme de terminale. Je trouve pas du tout que Foucault soit accessible pour le terminal moyen, justement. Je trouve qu'il n'est pas forcément évident à rendre accessible pédagogiquement. Et je trouve d'ailleurs que parfois, au plus on se rapproche de la modernité, avec justement notamment les philosophes de la French Theory, hein, Deleuze, Derrida, Foucault, au plus on a du mal, je trouve, à garder un niveau de langage clair pour un profane et à rester accessible, à ne pas paraître un peu parfois hors sol. Je dis pas que Foucault c'est hors sol, je trouve que c'est un auteur qui a son intérêt, mais juste, bon, moi personnellement, je considère pas que c'est parce qu'un auteur, je dis pas que c'est ce que tu as voulu dire, hein, mais je considère pas que c'est parce qu'un auteur est plus proche de nous temporellement que ses réflexions sont ou plus pertinentes ou plus actuelles. Je pense qu'il y a des réflexions. Je suis pas forcément aristotélicien, mais je prends un exemple. Je suis convaincu qu'il y a des réflexions dans l'éthique à Nicomaque sur la prudence, sur la vertu comme juste milieu, qui n'ont pas pris une ride, hein. Et je pense que c'est plus facile de rendre ça concret à un élève de terminale que l'épistémé chez Foucault, hein, par exemple. Bon, voilà. Après, là où je suis d'accord avec toi, et je pense que c'était un peu l'esprit de ta question, donc on est d'accord, hein, dans le fond. Oui, effectivement, il faudrait montrer un peu plus aux élèves, en général, en quoi la philosophie a un rapport direct avec le concret, avec le quotidien, et en quoi est-ce que ça a un rapport avec eux, en fait, quoi, avec ce qu'ils vivent, avec ce qu'ils peuvent observer. Et pour moi, c'est la vocation de la philosophie que de porter sur la réalité elle-même, hein. Le réel est l'objet de la philosophie. Enfin, je veux dire, ça a toujours été le cas. Après, la manière dont on conçoit la réalité, bon, ça donne lieu à plein de philosophies différentes, mais il y a au moins ça en commun chez les philosophes, hein, je pense. Donc, insister davantage sur l'aspect pratique et concret de la philosophie. Et là, c'est le talent, on va dire, pour chercher des exemples, qui est fondamental quand on fait cours à des élèves. L'humour aussi, hein, je l'ai peut-être déjà dit ailleurs, mais l'humour, c'est une arme pédagogique redoutable qui peut fonctionner. Après, bon, ça varie selon l'humeur, mais moi, je vais vous dire un truc. Globalement, le seul truc que j'ai du mal à rendre concret aux élèves de terminale, mais parce que c'est pas possible, concret, pas dans le sens où je l'illustre pas, mais dans le sens où ça va leur parler, c'est la philosophie des sciences. Parce que là, bah, à part parler d'exemples scientifiques et de découvertes scientifiques, ah, mais si l'élève, il a pas un profil scientifique et s'il s'en fiche des sciences, il s'en foutra de ce que je lui raconterai, hein. Enfin, donc voilà. À part ça, globalement, je pense qu'il faut toujours essayer de faire un effort pour connecter vraiment le propos de l'auteur à la réalité, montrer la connexion entre le propos de l'auteur et le réel, parce qu'il y a toujours un lien. Je pense qu'un grand philosophe ou un philosophe qui marque l'histoire a forcément apporté quelque chose dans la manière de penser la réalité, et je pense que presque tout est digne d'être expliqué à un élève de terminale pour peu qu'il fasse l'effort d'entendre ce qu'on a à lui dire, hein. Ensuite, bonjour Philomane, vous faites partie de celles et ceux qui tiennent la lanterne qui m'éclaire au fond de ma grotte. Étienne Klein a fait un commentaire qui m'a choqué en considérant l'échec de la vulgarisation du savoir sur le net. Étant de nature pessimiste, partagez-vous son opinion? Ou alors avez-vous l'espoir que votre lanterne puisse nous guider et nous éloigner de la médiocrité du troupeau? Merci pour la qualité de votre travail, c'est un plaisir de vous suivre. Bah, merci à toi. J'apprécie beaucoup tes commentaires et ton soutien. Alors, j'ai pas vu la vidéo d'Étienne Klein en question. Donc je sais pas pourquoi est-ce qu'il considère que la vulgarisation sur YouTube, c'est un échec. Mais je pense que l'échec classique de la vulgarisation, et ça ne m'étonnerait que Étienne Klein ait voulu dire autre chose,
c'est, de donner envie à la multitude des gens qui composent, l'humanité, de développer un savoir, qui soit un minimum approfondi, consistant. Et c'est un peu ça le problème de la vulgarisation, hein. C'est que en fait, on essaie de rendre accessibles des choses qui sont difficiles, qui sont techniques, qui sont complexes, pas qu'en philosophie, dans tous les domaines où il y a du savoir et des choses à apprendre, hein. Mais le fait est qu'à la fin, on peut créer des demi-savants, hein, comme justement le pensait déjà René Guénon, ou on peut créer, bah, des gens qui certes ont, dans un dîner mondain, je prends un exemple caricatural, j'espère que vous me pardonnerez, hein, mais dans un dîner mondain, on va dire: «Ah ouais, hein, eh ben, pour Schopenhauer, de toute façon, l'amour, c'est une illusion, hein, hein, hein». Puis ils seront pas capables d'expliquer vraiment pourquoi en profondeur, quoi. Donc oui, je dirais que c'est un échec si on donne à la vulgarisation de trop hautes ambitions, je pense, hein. Voilà, pour répondre précisément à ta question, je dirais que c'est un échec si, ce qu'on veut faire avec la vulgarisation, c'est créer, un peuple de savants. Oui, là, la vulgarisation, c'est un échec et je pense que ça sera toujours un échec. Je crois pas en un progrès de l'intellect et de la culture humaine, indéfini, toujours plus important, même si je reconnais effectivement, faut reconnaître qu'il y a un progrès fabuleux avec, l'invention d'internet à ce niveau-là. On a un accès au savoir aujourd'hui qui est, largement facilité par rapport à il y a un siècle ou même il y a 60 ans, hein. Donc oui, évidemment, Heu, la vulgarisation, oui, bah, ça crée en fait, ça permet de planter des graines, je pense, dans la tête des gens, parce qu'il faut déjà faire la démarche d'aller vers un vulgarisateur, ce qui est pas une démarche que tout le monde va forcément faire, hein, je pense, hein. Faut déjà se dire: «Tiens, j'aimerais bien en savoir plus, en physique. Tiens, j'aimerais bien en savoir plus, sur l'art, contemporain» ou, je sais pas moi. Donc déjà, il y a ça. Après, je pense aussi qu'une des raisons pour laquelle la vulgarisation échoue, et c'est pas forcément de la mauvaise volonté de la part des gens, moi, je suis conscient que j'ai un statut privilégié à ce niveau-là d'ailleurs, c'est que, bah, quand c'est pas ton boulot, quand tu travailles, déjà à côté, que ton travail, c'est pas forcément un truc intellectuel, tu es fatigué, bah, quand tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu pas forcément envie de te taper de la philo et d'écouter Philomane avec sa grosse voix, expliquer le rhizome chez Deleuze, hein. Voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi le manque de temps, hein, le manque de temps qui peut aussi entraîner un échec de la vulgarisation. Parce que la vulgarisation, moi, je pense que son but, c'est d'être une espèce d'ascension vers quelque chose de plus exigeant et de plus technique par la suite. Si la vulgarisation laisse les novices dans un état de novice pur et dur, elle échoue. Mais je pense que ça vient de la nature, des individus. On n'a pas tous, la même appétence au savoir. Il y en a, je vais prendre l'allégorie de la caverne de Platon, mais bon, imaginons le philosophe qui va au fond de la caverne, il dit: «Ah allez, sors de là, regarde, c'est pas vrai ce que tu as sous les yeux là». Bon, bah, il y en a, ils vont suivre le philosophe, enfin, le philosophe pendant quelques, minutes, puis ça, la lumière va leur brûler les yeux. Ils font: «Ah non, c'est bon, stop, je retourne un peu au fond, là, ça m'a fatigué ton truc là. C'est de la volonté, c'est quoi ce truc?» Bon, voilà. Et puis il y en a, bon, bah, ils vont aller plus loin vers la lumière, puis il y en a même qui vont sortir de la caverne. Bah, après, ça dépend vraiment de chaque individu, de son emploi du temps et si on fait une moyenne, peut-être que la vulgarisation échoue, mais je dirais que ça dépend des prétentions et de l'ambition qu'on donne à la vulgarisation. Moi, je pense pas que la vulgarisation, il faille lui donner, une ambition, trop grande, hein, c'est juste, une transition potentielle vers un savoir un peu consistant, mais c'est une transition. Il suffit pas d'écouter des vidéos sur YouTube pour avoir un savoir, approfondi, même si ça donne des bases et des pistes solides, hein. Sinon, bah, autant ne pas faire du tout de vulgarisation. Donc voilà. Après encore une fois, je sais pas si c'est ce qu'Étienne Klein a voulu dire, mais moi je dirais que, de toute façon, il y aura toujours, un minimum d'individus, qui sont prédisposés à devenir savants, en savoir toujours plus. Et pour ces individus-là, la présence de contenus qui peuvent les aider à rentrer plus dans le détail dans certaines grandes théories, bah, c'est ni un échec ni une perte de temps.
Donc il faut continuer à le faire, et ça sera jamais un échec tant qu'il y aura des individus, qui sont prêts justement à aller plus loin dans la caverne. Voilà, mon avis. Question suivante: comptes-tu creuser la philosophie hindoue et la non-violence? La violence est pour moi franchement dépassée. C'est plus facile d'être violent que son contraire en ce monde pas encore mort. Oh, Frédéric. Ah, Frédéric, le grand poète. Alors, j'ai déjà parlé de la non-violence avec un enregistrement que je vous recommande chaudement, qui est sur Gandhi, hein, qui justement a beaucoup creusé cette question-là. Alors, c'est vrai que la non-violence demande une grande abnégation, une grande force mentale, hein, dans la théorie de Gandhi. Mais enfin, la violence est déjà plus difficile à mettre en œuvre que la lâcheté, hein. Je rappelle que chez Gandhi, il y a certaines subtilités à ce niveau-là. Je suis bien d'accord que la non-violence sur le papier, c'est la solution à la plupart des maux que rencontre l'humanité. Maintenant, bah, je vous avoue que je me demande si c'est vraiment. Je pense qu'en fait, ça fonctionne dans des situations très très restreintes, comme je l'ai expliqué, parce que j'ai fait une analyse sur la non-violence chez Gandhi. Ça fonctionne uniquement quand on a un pouvoir qui a besoin de vous pour se développer. Si le pouvoir autoritaire ou tyrannique a besoin de vous pour justement se montrer violent, bah là, oui, vous avez une prise si vous refusez activement de vous soumettre de façon pacifique et non violente. Mais sinon, face à des individus violents qui recourent à la violence et qui veulent rien savoir, la non-violence, c'est du flanc, hein, clairement. Bon, bah, bien, on le sait tous. Maintenant, comment convertir des gens qui ont un naturel violent à la non-violence? Alors là, j'avoue que je suis pas Jésus-Christ, donc j'aimerais beaucoup avoir la solution pour la faire breveter, pour améliorer l'état du monde dans lequel je vis, mais malheureusement, je suis impuissant. Moi, tout ce que je peux faire, c'est donner des billes, donner des pistes sur ma chaîne, développer des notions qui, à mon sens, peuvent être intéressantes et peuvent avoir une application concrète, hein, notamment en politique. Je rappelle que certaines grandes théories en philosophie ont donné lieu à des applications concrètes et techniques, hein. C'est pas du verbiage abstrait, hein, la philosophie. Il y a vraiment des théories qui ont une influence après sur la réalité. Bon, normalement, vous le savez, je devrais pas avoir à le rappeler, hein. Mais ouais, alors peut-être que j'approfondirai la non-violence si je trouve d'autres textes qui permettent de développer ça. Là, pour l'instant, j'avoue qu'à part Gandhi et les lettres à l'ashram, j'en ai pas qui me viennent. Un jour, je pense que j'approfondirai les Védas et les Upanishads. C'est un énorme livre qui est quelque part dans ma bibliothèque. C'est un énorme pavé. Il est comme ça. Un jour, quand je serai motivé, je continuerai à approfondir les Védas et les Upanishads. Et si je trouve des textes qui en parlent, pourquoi pas reparler de la non-violence. On verra plus tard. Alors, ensuite, pensez-vous parler de Malebranche dans un prochain enregistrement? Que pensez-vous de lui? Alors, Malebranche, c'est le théoricien du XVIIe siècle de l'occasionalisme. On appelle ça l'occasionalisme. Il a fait une critique de la théologie leibnizienne. Il est connu pour ça, mais je trouve qu'il gagnerait à être connu pour d'autres raisons que son occasionalisme. Et il a écrit des choses très belles et très vraies sur le bonheur. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle justement De la recherche de la vérité, qui est assez intéressant par certains aspects. Il est très sous-estimé, Malebranche. Il fait d'ailleurs partie des auteurs au programme de Terminal. Je vous avoue que une des principales raisons pour laquelle j'ai toujours pas fait d'enregistrement sur lui, c'est que tout le monde s'en fiche de Malebranche. Mais c'est dommage parce que, sincèrement, le pauvre, vraiment, je trouve qu'il gagnerait vraiment à être davantage connu. Et bah, vous savez quoi, votre commentaire me donne envie un jour de faire un truc sur Malebranche. Bon, après, je vous avoue que je suis un peu agacé quand je vois le nombre de vues que font certains de mes enregistrements. Mais le jour où je serai d'humeur à me prendre un énorme vent, je ferai un enregistrement sur Malebranche. Voilà. Peut-être cet été parce qu'il va faire très chaud, donc si je me prends un énorme vent, ça va me rafraîchir. Désolé. Alors ensuite, question suivante. Bonjour, que pensez-vous de Marx et du matérialisme dialectique? Oui, alors, euh,
J'ai un rapport à Marx et au matérialisme dialectique assez ambivalent. En fait, j'aurais beaucoup de mal à répondre très précisément à cette question. Pourquoi? Parce que je ne suis pas matérialiste. Enfin, le matérialisme, c'est un courant de pensée qui ne m'a jamais parlé. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses dans ce courant qui sont dogmatiques et douteuses philosophiquement, mais évidemment, chez Marx, c'est un peu différent. Je reconnais que l'analyse marxiste du réel, des rapports de pouvoir, de domination entre, dans ce qu'il nomme la lutte des classes, hein, dans le cadre de la lutte des classes, sa conception de l'histoire comme justement régie par une dynamique violente qui est celle de la lutte des classes, je la trouve très pertinente, très intéressante. Et le matérialisme dialectique, je trouve que c'est une grille de lecture très intéressante du réel, hein, puisqu'effectivement, quand un pouvoir disparaît, quand justement un pouvoir puissant est remplacé, il a généralement créé les conditions de sa propre destruction. Donc effectivement, la dialectique marxiste, hein, qu'on va retrouver dans le matérialisme dialectique, qui est emprunté à Hegel, en tout cas reconfigurée par Marx, mais initialement empruntée à Hegel, je trouve que c'est une grille de lecture du réel qui est très intéressante, très juste. Juste, bah, pour moi, le problème que j'ai avec Marx et avec cet aspect-là de sa philosophie, c'est personnel, mais j'ai toujours été plus convaincu chez Marx par le diagnostic que par la solution. C'est un peu le problème que j'ai avec. C'est-à-dire que j'ai l'impression, je schématise un peu, mais j'ai l'impression que finalement, il y a deux solutions. Soit on fait la révolution, on casse tout et on remplace tout. Et historiquement, bah, il faut reconnaître que ça a jamais trop été. Bon, ça a jamais toujours était une très bonne idée. Enfin, hein, la révolution, c'est aussi prendre le risque on va dire, de plonger dans l'inconnu et de tomber sur quelque chose d'encore pire que ce qu'il y avait avant. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles des auteurs qu'on pourrait peut-être qualifier d'anti-révolutionnaires comme Hobbes ou Berkeley ont dit que la révolution, c'était tout sauf une bonne idée. Je dis pas qu'ils ont raison, attention, hein, je dis pas que je dis pas que j'ai la solution. Je dis juste que j'en sais rien. Je suis très sceptique et très prudent à ce niveau-là. Je serai non dogmatique sur la question d'une révolution pour changer les conditions matérielles de production. Euh, donc voilà, je suis pas foncièrement convaincu par cette solution, ne serait-ce que parce qu'on a des exemples historiques assez dramatiques, et aussi parce que en fait, l'autre solution qui est plutôt passive et qui consiste à attendre que le capitalisme périsse sous ses propres contradictions, bah ouais, encore une fois, je trouve ça intéressant, mais on attend toujours que le capitalisme périsse sous ses contradictions encore aujourd'hui. Peut-être que c'est en train de venir, hein, encore une fois, je sais pas, je prends pas position, j'en ai aucune idée, mais voilà, bon, hein. Disons que je suis plus convaincu par le diagnostic marxiste que par les solutions proposées. Et donc voilà mon avis sur Marx et le matérialisme dialectique. Mais bon, après, hein, sait-on jamais. Euh, il y a sûrement encore des événements à venir qui redonneront un nouvel éclairage à la pensée de Marx et à ses concepts. Il arrive parfois que certains auteurs redeviennent à la mode ou soient réutilisés pour mieux comprendre certaines situations. Et pour moi, Marx, c'est un des signes de sa grandeur. C'est un auteur, en fait, qui ne vieillit pas. J'entends parfois dire que le marxisme est dépassé, qu'il a vieilli. Oh, c'est sévère, hein, pas tant que ça en réalité. Il y a énormément d'analyses qui sont encore pertinentes chez Marx, hein. Ne serait-ce que justement l'analyse qu'il fait dans le manifeste du Parti communiste que j'ai relu il y a quelques mois, hein, sur le développement de la technologie lié au développement du capitalisme et la destruction des emplois et l'augmentation du chômage. Je mets au défi quiconque de me dire que c'est dépassé, hein. Non, il y a qu'on soit de gauche ou de droite, on s'en fiche. Il y a vraiment, il y a chez Marx énormément d'analyses qui sont encore valables. Maintenant, il y a le problème des solutions, comme je l'ai dit, hein, quoi. Ensuite,
Sur la question du déterminisme, où vous situez-vous? Les neurosciences sont-elles capables d'apporter des éléments de réponse à ce sujet qui me semble impossible via la métaphysique? Quel philosophe actuel conseillez-vous à découvrir? Pour finir, une idée pour une vidéo, le prochain sujet du bac par Philomane. Merci beaucoup et bonne journée. Alors, c'est une question très difficile, très technique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je connais un neuroscientifique américain qui s'appelle Benjamin Libet, Libet, et qu'il a réalisé des travaux expérimentaux sur la conscience et la volonté. D'ailleurs, quand je me suis penché sur ces travaux, ce qui m'a fasciné, c'est de voir à quel point, ça confirmait, une très, très, très grande partie de ce que disait Schopenhauer, hein. Preuve en est que, bah, ça ne vieillit absolument pas sa philosophie, hein, et même au niveau scientifique. Donc, ce que l'on peut dire à partir de Benjamin Libet, qui a travaillé sur les neurosciences, c'est que, bah, les processus neurologiques, qui vont en fait, permettre les prises de décision sont largement, inconscients et sont surtout d'une telle rapidité qu'en fait, si on se base sur la rapidité avec laquelle les processus neurologiques ont lieu, on peut difficilement accorder, de la place à un temps de réflexion, de délibération. C'est-à-dire que ce que les neurosciences nous disent à l'heure actuelle, c'est que c'est plutôt Spinoza ou Schopenhauer qui ont raison, c'est-à-dire que la prise de décision, en fait, même quand elle a l'air, complexe, même quand elle prend du temps, en réalité, elle est basée sur plein de processus neurologiques inconscients très rapides et par conséquent, ça fragilise au minimum certaines conceptions naïves du libre arbitre. Je me réinvente moi-même par mes choix, hein, ce genre de truc quoi, voilà. Mais bon, attention, ça suffit pas à démontrer le déterminisme, d'un point de vue métaphysique, ça va pas donner complètement raison à Spinoza, par exemple, mais ça donne un indice. Après, quelqu'un qui défend le libre arbitre pourrait dire qu'il faut juste en avoir une conception un peu moins radicale que chez Sartre ou que la liberté d'indifférence chez Descartes, qu'il faut nuancer et qu'il faut peut-être justement développer une conception du libre arbitre qui serait davantage compatibiliste, c'est-à-dire un peu plus nuancé, un peu moins tranché, un peu moins radical. Et puis surtout, on pourrait dire que ça décrit des mécanismes, d'accord, mais ça ne nous dit pas si, malgré la rapidité de ces mécanismes inconscients qui ont lieu au niveau neurologique, il n'y a pas une sorte de liberté qui n'apparaît pas aux neuroscientifiques qui existerait quand même, indépendamment de ce qu'on a l'air de pouvoir observer, vous voyez. Donc c'est pas, ça ne réfute pas le libre arbitre de manière radicale. Ça donne un indice qui serait plutôt en faveur du déterminisme. Voilà où en sont les neurosciences, à ma connaissance, sachant que Libé, c'est assez moderne, il est mort il me semble, moins de 20 ans, un truc comme ça, donc c'est pas. Voilà, après, s'il y a des nouvelles découvertes en neurosciences qui ont une bonne fois pour toutes réglé la question, bah, dans ce cas-là, je ferai mon mea culpa, mais à ma connaissance, non. Enfin, voilà ce que je sais à mon échelle. Sinon, à part ça, vous m'avez demandé oui, vous m'avez demandé si j'avais un philosophe moderne à conseiller. Alors franchement, dans les pen en fait, je connais des gens brillants, je connais des gens brillants, mais ils sont pas du tout, médiatiques et je sais pas si, leurs travaux pourraient, éventuellement, bah, être accessibles à un public large. Mais bon, pour moi, il y en a un pour lequel j'ai une immense estime intellectuellement à tous les niveaux. Je rêve d'ailleurs un jour de le rencontrer pour lui poser des questions. D'après pour moi, en tout cas, il a réalisé un vrai travail philosophique. Il y en a peut-être parmi vous qui l'aiment pas, j'en sais rien, mais je trouve qu'Aurélien Barraud est vraiment intéressant, hein. Je trouve qu'il a fait un travail, philosophique, de vulgarisation scientifique parce qu'il est physicien et philosophe, mais il a fait un travail, philosophique remarquable et je dois dire que je suis d'accord avec, énormément de choses, dans ce qu'il dit. Donc c'est peut-être un philosophe,
sur lequel je ferai un enregistrement. C'est pour moi un des rares philosophes actuels valables. Bon, voilà, bon, pour mon avis, mais ça a rien à voir avec les neurosciences et le libre arbitre, hein. Voilà. Donc ensuite. Quels arguments les sceptiques emploient-ils pour remettre en question les idées qui semblent les plus établies? Je pense notamment à l'évidence des axiomes, des éléments d'Euclide sur l'arithmétique et la géométrie, et à ceux des principes de la métaphysique d'Aristote, tels que celui de non-contradiction et du tiers exclu. Avant de répondre, petite précision quand même, les principes logiques chez Aristote, c'est pas exactement la même chose que, les principes métaphysiques. Voilà, bon, c'est tout. Je sais, je crois pas qu'on puisse dire que le principe de non-contradiction, c'est un principe métaphysique, même si c'est dans la métaphysique, hein, on est d'accord là-dessus. Alors, je n'ai pas en tête de texte précis sur la question, mais de mémoire, j'ai lu ça il y a très, très longtemps, hein, qu'on me pardonne si je suis légèrement approximatif. C'est Sextus Empiricus qui en parle, hein, dans les esquisses pyrrhoniennes. Il explique justement que les premiers principes ou les actions en mathématiques, eh bien, ça tend à montrer qu'il y aurait un caractère douteux dans les mathématiques, dans leur fondation, quand bien même les axiomes sont nécessaires. C'est-à-dire que, en fait, ce que fait Sextus Empiricus, par rapport aux mathématiciens comme Euclide ou d'ailleurs il a eu du flair, hein, parce que plus tard au 19e siècle on développera justement la géométrie non euclidienne et les sceptiques ont eu du flair en disant non mais de toute façon c'est des conventions, enfin parce qu'en gros c'était un peu ça enfin ils n'affirmaient pas que c'était des conventions mais ils affirmaient justement que on ne savait l'évidence des axiomes n'était pas démontrable, hein. C'est ça qui est très intelligent dans la démarche des sceptiques, c'est qu'ils disent pas que c'est faux de dire que 1 plus 1 égale 2, c'est un axiome, ils disent juste ouais, d'accord, bon, admettons que ce soit une vérité évidente, admise de tous. Qu'est-ce qui est évident là-dedans? Démontrez-moi que c'est évident. Ah, c'est évident. Non, mais d'accord, mais c'est quoi le critère de l'évidence, voyez? Et justement, c'est le gros point fort des sceptiques. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve chez eux. C'est le trilemme d'Agrippa. C'est le fait d'entraîner justement enfin, les individus qui affirment quelque chose, même quelque chose qui paraît très évident, de les entraîner vers une régression à l'infini pour chercher de nouveaux contre-arguments pour affirmer leur thèse. Donc, par exemple, le principe de non-contradiction, c'est un petit peu pareil que pour les actions mathématiques. De mémoire, les sceptiques ne vont pas dire que c'est douteux, hein, ils sont plutôt prudents à ce niveau-là, parce que s'ils disent c'est douteux, ils affirment déjà quelque chose. C'est d'ailleurs ça le génie des sceptiques de l'Antiquité grecque, c'est qu'ils ont trouvé le moyen de ne jamais avoir tort. Ils admettent toujours que potentiellement ça peut être le contraire. Donc du coup, ils sont à l'abri de toute contradiction. Donc concernant le principe de non-contradiction, de mémoire, ce qu'ils disent, c'est que bah ouais, ça paraît évident. C'est vrai qu'on peut pas dire une chose et son contraire. Néanmoins, comment démontrer que le principe de non-contradiction est évident? Il faut justement, bah, expliquer, ce qu'est l'évidence, pour qui, pourquoi. Il y en a pour qui le principe de non-contradiction n'est pas évident. Ils vont convoquer la multitude des opinions aussi, hein. Bah, vous en avez un exemple, je pense à un exemple, c'est pas un exemple de Sextus Empiricus de mémoire, mais vous voyez, par exemple, Platon, il a eu l'idée géniale dans le Théétète de combattre le relativisme en expliquant que le relativisme était contradictoire, hein. Quelque part, il y a le principe de non-contradiction qui fait qu'on peut pas dire que tout est relatif, parce que sinon il suffit de dire que rien n'est relatif et on a raison, hein, vous voyez, on peut pas dire que tout est relatif parce que sinon il faut donner raison à la thèse contraire au relativisme, hein, c'est classique. Mais les sophistes, par exemple, ils s'en fichent du principe de non-contradiction. Enfin, ils vont même pas dire que c'est vrai ou faux, ils s'en fichent. Enfin, la logique, ça les indiffère tellement qu'ils vont pas en faire une vérité première dans la vie de tous les jours, puisque ce qui leur importe, c'est de défendre des opinions, d'apprendre les autres à défendre ces opinions. Donc,
Donc je dirais que les sceptiques, qui ne sont pas des sophistes, attention, considéreraient que même quelque chose qui a l'air aussi ancré et aussi fort que le principe de non-contradiction, bah, on ne peut pas prouver son caractère absolument implacable et universellement valable pour tout un chacun. Ce qui est évident aux uns ne sera pas évident pour les autres à ma connaissance, voilà ce qu'ils diraient, mais attention, ils disent pas que le principe de non-contradiction est faux, hein. Sinon, ils pourraient rien affirmer, ils pourraient même pas faire de démonstration. Ils vont simplement dire que c'est une chose à laquelle on adhère, mais en même temps, bon, c'est pas comme si on pouvait démontrer comme si l'évidence qui accompagne ce principe était réellement démontrable, hein. C'est tellement basique en fait de dire qu'on peut pas dire une chose et son contraire qu'on est drôlement embêté pour, heu, pour en démontrer l'évidence, hein, vous voyez? Bon, donc voilà, de mémoire, ça ressemble à ça. Après, j'en sais pas plus, j'ai pas plus en tête que ça les textes où il en est question. Un jour, je ferai d'ailleurs, je pense, un autre enregistrement sur les sceptiques parce que Sextus Empiricus, c'est vraiment un philosophe, passionnant, je trouve. Alors ensuite, bonjour Philomane, j'ai très hâte d'écouter ces prochains enregistrements. Je vous propose un petit bouquet de questions dans lequel butiner pour la FAQ. Comment voyez-vous les pensées spirituelles et philosophiques orientales? Alors, je vais répondre rapidement à chaque question parce qu'il y en a beaucoup. Je les vois d'un bon œil, elles m'intéressent beaucoup, mais je regrette de ne pas avoir plus de temps à leur consacrer. J'ai consacré, comme vous le savez déjà sûrement, une vidéo à Lao Tse de à Bouddha. J'en ferai une un jour sur Nagarjuna, hein, normalement. Mais bon, voilà, je vois ça d'un bon œil, je trouve ça enrichissant. C'est une façon de faire de la philosophie qui est pas exactement la même qu'en Occident, mais que je trouve, pour ma part, largement valable. Est-ce que vous prêtez attention aux similitudes avec l'Occident ou est-ce que vous avez tendance à y voir un tout autre merveilleux? Alors, justement, j'y accorde une importance aux similitudes entre les deux, notable, et ce d'autant plus que dans mes philosophes préférés, ceux qui me parlent le plus, il y a Schopenhauer, qui faisait déjà la synthèse entre philosophie orientale et occidentale, et puis il y avait Maître Eckhart au XIVe siècle, qui, même s'il n'avait pas connaissance des textes orientaux, avait des intuitions philosophiques proches des orientaux. Donc, pour ma part, c'est pas un tout autre merveilleux, c'est pas un monde qui serait, on va dire, complètement éloigné de nous, hein. Je pense que la philosophie, elle est universelle, elle ne s'arrête pas à une méthode, à une manière de faire. Il y a des méthodes et des manières de faire différentes, hein, mais je pense que la philosophie est plus grande que tel courant de pensée, telle manière de faire, telle culture. Je suis pour l'enrichissement je suis pour l'enrichissement culturel, hein. Je suis vraiment pour s'intéresser aux philosophies qui viennent d'autres pays et je suis persuadé que les plus grandes philosophies, ça serait justement les philosophies qui parviennent à synthétiser ce qu'il peut y avoir de plus, comment dire, de plus intéressant et de plus juste dans les pensées orientales et les pensées occidentales. Je pense que c'est dommage de réduire la philosophie orientale à des espèces d'intuitions confuses qui justement sont un peu trop éloignées d'une méthode scientifique analytique. Je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'on a des choses à apprendre de ces auteurs-là. Je compte d'ailleurs dans les années qui viennent m'y frotter un peu plus. Auriez-vous quelques éclaircissements concernant l'impact de l'Orient au-delà de Nietzsche et de ses multiples références à Dionysos, parti et revenu d'Asie? Non, pas énormément. Je sais pas trop ce que je pourrais répondre là-dessus. Euh, de toute façon, pour moi, c'est surtout Schopenhauer hein, qui a incorporé justement l'Orient dans la philosophie occidentale. Nietzsche est inspiré par Schopenhauer. Je pense pas qu'il ait eu l'idée d'aller étudier le bouddhisme de lui-même. D'ailleurs, Nietzsche et le bouddhisme, c'est complètement l'inverse. Donc, je pense que c'est surtout à Schopenhauer qu'on doit ça. Après,
Après, il me semble, mais ça remonte, à l'Antiquité, il y avait déjà des fusions. Heu, il y a une rumeur comme quoi Platon aurait voyagé en Inde. J'ai jamais trouvé la source, qui confirme cette rumeur. Et de sources sûres, par contre, il y a pardon, pas Sextus, Pyrrhon d'Hélice, qui, dans ses voyages avec Alexandre le Grand, a été troublé par les gymnosophistes, qui étaient des sages indiens, qui faisaient justement comme si tout ce qui les entourait était illusoire et qui ne bougeait pas et étaient dans une espèce de pleine et entière méditation. Et donc, bon, bah, la suspension du jugement, c'est un héritage. Les sceptiques, l'usage qu'en ont fait les sceptiques est beaucoup plus intellectualisant, hein. Mais la notion de suspension du jugement qu'on va retrouver chez Pyrrhon, puis chez les sceptiques, et Nésidème, etc., c'est quelque chose qui dérive de cette culture-là, hein, entre autres exemples. Donc il y a toujours eu des époques où l'Occident s'est nourri de l'Orient, et après c'est dur de savoir à quel point, à quel niveau. Ouais, je serais pas capable de creuser davantage ce point-là, mais on doit énormément aux Orientaux, hein. Donc, comptez-vous dédier un enregistrement à proposer une approche de ces pensées parfois très complexes? Merci encore. Eh bien oui, comme j'ai dit, j'en ai déjà réalisé 3 et je compte bien continuer, donc je vous y renvoie. De manière générale, je fais un petit aparté. Quand vous vous demandez si j'ai réalisé un truc sur un auteur, tapez mon nom de chaîne, Philoman, sur YouTube, mettez à côté on va dire le nom de l'auteur qui vous intéresse, et normalement l'algorithme vous le suggérera. Sinon, allez dans mes vidéos, allez voir dans les playlists. Enfin voilà, j'ai fait énormément de choses quand même, hein, vous verrez, c'est pas impossible que ce que vous cherchez y soit déjà. Ensuite, quelques questions pour la prochaine FAQ. Que pensez-vous de l'école de Francfort? Pas grand-chose. Je connais un peu Horkheimer. J'ai eu un cours dessus quand je rentrais en licence de philosophie il y a très 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 longtemps. Ça m'avait assommé, je comprenais rien, je voyais pas l'intérêt, mais j'étais très jeune. Alors, en même temps, quelle idée de me faire un cours là-dessus alors j'avais même pas 18 ans à l'époque, donc qui j'en avais à faire. Euh, il me semble que ça prétend justement donner à la philosophie une dimension libératrice et émancipatrice vis-à-vis du capitalisme. Donc chez Adorno, il y a peut-être des choses intéressantes aussi, hein. Je sais qu'il a écrit des textes qui ont fait débat sur l'art, mais je connais assez mal. Le peu que j'ai lu ne m'a pas franchement intéressé, donc j'ai pas d'avis sur l'école de Francfort, mais un jour je me repencherai dessus. Êtes-vous croyant? Euh, oui, je dirais que oui. Athée, non. Agnostique, non plus. Autre chose. Alors, si je devais me qualifier, je dirais que je suis déiste, c'est-à-dire que je n'arrive absolument pas à croire que la présence du monde dans lequel on vit et de la Terre soit le strict fruit du hasard. C'est inconcevable. Alors après, je sais bien qu'il faudrait peut-être mettre de côté la logique, le rapport au temps, un grand nombre de choses proprement humaines pour essayer de voir s'il n'y a pas des biais de raisonnement quand on se met à croire en Dieu, hein. Mais je me considérerais plutôt comme une espèce de déiste. Je ne crois... Enfin, en fait, c'est compliqué. Un vrai croyant me considérerait pas comme un croyant, mais un athée ne me considérerait pas comme un des siens. Mais je suis pas agnostique parce que être agnostique, c'est dire ah je sais pas si Dieu existe, je suspends mon jugement sur la question. Pour moi, c'est évident. L'existence de Dieu, c'est pas quelque chose, on va dire que il m'a fallu des années pour l'admettre. Enfin, à une époque, j'étais athée, à une époque, j'étais plutôt agnostique. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que il faut une cause première quelque part, quoi. Enfin, quand on commence à réfléchir à ça, ça apparaît comme une évidence. Même Monsieur Phi, il a fait une vidéo excellente sur Thomas d'Aquin et Averroès. Même lui, quand il a repris les voies d'accès à Dieu chez Thomas d'Aquin,
il a rien trouvé à redire sur la démonstration. Il a juste dit que c'était pas que ça permettait pas de démontrer que c'était le dieu de la religion chrétienne. Ce avec quoi je suis d'accord d'ailleurs. Mais voilà, enfin, quand on commence à faire un peu de théologie et à lire les auteurs qui en ont parlé, quand on ouvre un peu son esprit et on fait autre chose que du scientisme à deux balles, bah ouais, je trouve que l'idée de Dieu comme cause première, elle apparaît comme évidente d'un point de vue logique. Alors, attention, je ne sais pas ce qu'est Dieu, je ne sais même pas si enfin, je pense que la Bible, les textes sacrés c'est avant tout on va dire des biais allégoriques pour essayer de se rapprocher de ce qu'est Dieu, hein. Pour moi, c'est pas plus que ça. Mais ouais, je pense qu'on ne sait pas ce qu'est Dieu. Voilà, je pense on ne sait pas ce qu'il est, mais je trouverais ça arbitraire de dire que c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il est qu'il n'existe pas. Voilà, pour le dire de manière simple. Euh, je serais assez conscient sur la question quand justement montre à plusieurs reprises que l'idée d'une cause première a beaucoup plus de sens pour la raison. Maintenant, si vous êtes prêt à laisser tomber la cause première et à adhérer au hasard intégral, bon bah oui, dans ce cas-là, vous pouvez être athée, il n'y a aucun problème. Moi, j'y arrive pas, mais bon, après, je reste tolérant, hein, j'ai bravo, vraiment, si vous arrivez à être athée, chapeau. Il faut beaucoup de force mentale pour se dire que tout est une stricte affaire de hasard, sans ordre et sans la moindre forme d'organisation, euh, enfin voilà. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal. Mais c'est parce que j'ai réfléchi très longuement à ces questions pendant des années, hein. Après, euh, enfin bon. Mais voilà, après, chacun a son avis sur la question et peut-être que les athées ont raison, hein, je sais pas. Mais pour moi, l'idée d'une cause première, elle est structurante pour la pensée. Quand on vous dit étudier des gens qui sont morts depuis des siècles, c'est nul. Pardon, je refais. Étudier des gens qui sont morts depuis des siècles, c'est nul. Reproche courant en classe, j'en sais quelque chose. Ah, pauvre confrère. Que répondez-vous? Alors, j'ai jamais eu cette question formulée de cette façon, mais j'avais un élève un peu rebelle une année, il y a longtemps, qui ne comprenait pas. Enfin, alors, j'ai eu un élève comme ça il y a pas longtemps, remarque, qui comprenait pas pourquoi on étudiait des philosophes. Il pensait qu'on pouvait penser librement, comme ça, sans auteur. Bah, je leur réponds généralement que ils vont pas réinventer la philosophie dans son intégralité, que quoi qu'ils pensent, un philosophe l'a forcément mieux pensé qu'eux de manière plus approfondie, et et surtout, point que j'ai déjà développé plus tôt dans ma FAQ, je leur montre comment des idées développées par les auteurs ont encore une actualité, une pertinence pour penser des problèmes contemporains qui les concernent eux aussi. Voilà voilà généralement le genre de réponse que je fais. En gros, premièrement, vous pouvez pas penser dans le vide ex nihilo, sinon vous allez dire des âneries, ou alors des choses pas bêtes mais qui gagneraient à être approfondies. Et deuxièmement, les gens morts, ils font partie de la culture, donc vous allez faire un effort pour vous cultiver un minimum. Vous êtes là pour ça, voilà. Non mais c'est quoi c'est quoi ces questions idiotes franchement. Enfin, voilà. Donc voilà en gros ce que je réponds. Et que pensez-vous de Raymond Aron? Ben une vidéo prévue de lui. Alors pour l'anecdote, j'ai failli expliquer un texte de Raymond Aron à l'oral de l'agrégation il y a pas très longtemps, mais j'ai préféré expliquer un texte de Kant extrêmement difficile de 65 lignes sur lequel j'ai eu une excellente note, donc je regrette pas mon choix. Parce que Raymond Aron, je, dans le texte que j'ai rencontré, dans ces circonstances, il parlait de Hayek, qui est un libéral, et je ne connais pas vraiment bien la pensée économique de Hayek. Donc j'ai préféré ne pas m'y frotter pour l'instant. C'était un auteur très cultivé, qui avait une grande culture,
et j'attends d'avoir les épaules et un bagage un peu plus solide pour me frotter à Raymond Aron. Tout ce que je peux dire à partir du peu que je sais sur lui, c'est-à-dire j'ai en fait son débat avec Foucault et quelques réflexions éparses à droite à gauche, aussi des interviews qu'il a pu donner, c'est que c'est un des rares critiques pertinents et intéressants du marxisme et du communisme en France à l'époque. Parce qu'il faut savoir qu'au XXe siècle, si vous n'étiez pas communiste ou si vous ne, vous ne vous revendiquiez pas marxiste, bah, vous étiez un sacré marginal, hein. C'était quand même la mode à l'époque dans les universités. Donc, je trouve vraiment Aaron courageux rien que pour ça. Et je le trouve intéressant, mais j'ai pas une connaissance voilà, une connaissance de son œuvre. Je sais qu'il a développé une philosophie de l'histoire. Il faudrait que je me penche dessus et le jour où je le ferai, eh bien, je ne manquerai pas de faire des enregistrements dessus. Euh, Pensez-vous faire une série de vidéos pour préparer au concours de recrutement, agrégation CAPES KER, par exemple sur les thèmes au programme de cette année? Alors, petite précision, le CAPES, c'est fait. J'ai fait une vidéo pour se préparer au CAPES. Donc vous irez l'écouter si vous voulez, hein. Le titre, c'est Conseils pour réussir le CAPES de philosophie. Donc le CAPES, c'est fait. Le KER, il me semble que c'est l'interne, hein, c'est ça. Je pourrais le faire. Je pourrais le faire, effectivement. L'agrégation aussi, je pourrais le faire. Euh, mais, mais voilà, il faut vraiment il faut vraiment qu'on me le demande parce que ça va me demander beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Petite précision, ce que je fais parfois, c'est que je fais des séries de vidéos sur des thèmes qui sont tombés en prépa. Par exemple, j'ai déjà fait l'image, j'ai déjà fait la violence quand c'était tombé il y a plus de 2 ans. D'ailleurs, ça m'a servi quand j'ai passé l'agrégation, hein, parce que quand j'ai passé l'agrégation, c'était la violence qui était au programme. Donc, j'ai pu pas mal capitaliser sur les connaissances que j'avais déjà développées. Oui, l'agrégation, pourquoi pas. Alors attention, par contre, je pourrais pas préparer sur l'agrégation externe ou alors de façon très partielle parce que j'ai décidé de me spécialiser sur l'interne que j'ai réussi du premier coup. Donc, enfin, il y a beaucoup les similitudes entre les deux agrègues sont énormes. Enfin, le niveau d'exigence c'est le même au niveau de la note, c'est exactement pareil, il n'y a pas de différence. C'est noté aussi sévèrement. Il y a des épreuves en commun, il y a un programme dans les deux cas, mais le programme est un peu plus lourd pour l'externe. Et puis il y a l'épreuve de langue à l'oral, ce qui est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais voulu me farcir l'externe d'ailleurs. Mais bon, voilà, donc je me concentrerai plutôt sur l'interne si on me posait la question. Puis de toute façon, j'ai fini deuxième, donc je pense que mes conseils peuvent servir sur les deux agrègues pour les épreuves en commun qu'il y a entre l'interne et l'externe, notamment tout ce qui est hors programme et puis aussi avec les épreuves, les dissertations sur notion. Alors, oui, ah oui, les thèmes au programme. J'ai vu qu'il y avait Plotin et Marx. Je compte refaire des choses sur Plotin et Marx, et peut-être aussi que je ferai Simondon. Pour le programme de l'interne, je sais pas encore ce qui va tomber, mais pourquoi pas. Ouais, je suis partant pour faire des choses qui peuvent aider des collègues agrégatifs. Êtes-vous cinéphile? Quels sont vos films préférés? Alors, j'hésite à me qualifier de cinéphile parce que j'aime beaucoup le cinéma, hein. C'est pas du tout ma passion principale et je sais que pour être cinéphile, il faut une grande culture cinématographique. J'ai pas cette prétention, hein. Mes films préférés, bah, c'est plutôt les films des grands cinéastes un peu classiques. Alors, attention, parce que je vois venir des petites critiques un peu que je qualifierais de pédantes, qui consisteraient à dire: «Oui, mais c'est classique, tu n'as même pas vu ce film polonais sous-titré en russe des années 40».
J'ai déjà vu des trucs expérimentaux, des trucs, tellement bizarres et tellement exotiques que vous imaginez même pas. D'ailleurs, je n'ai pas toujours retenu les noms. Mais en matière de cinéma, je me suis déjà frotté à des trucs assez expérimentaux, hein, quand même, des trucs de niche. Mais franchement, malgré ça, je continue à préférer les bons vieux gros classiques, hein. Donc, bah, mon réalisateur préféré, désolé pour le classicisme, mais c'est Kubrick. Tout ce qu'il a fait des Sentiers de la Gloire jusqu'à Eyes Wide Shut, j'adore. Enfin, vraiment. Un poil moins Eyes Wide Shut d'ailleurs que tout ce qui vient avant, mais bon, pour moi, il y a que des chefs-d'œuvre. Scorsese, j'aime énormément, je crois, mon deuxième préféré. J'aime énormément Hitchcock, j'aime énormément Coppola, bah, je vous avais dit, hein, j'ai des goûts qui sont pas très exotiques. Euh, Après, oui, il y a ouais, il y a différents autres réalisateurs que j'apprécie. J'aime beaucoup Zemeckis, même si c'est plutôt orienté divertissement, c'est plutôt familial. Mais après, je retiens pas toujours forcément le nom des réalisateurs. Il y a pas mal de films enfin, il y a énormément de films que j'ai vus dans ma vie, mais je retiens pas toujours le nom des réalisateurs. Mais voilà, quels sont mes préférés. Mes films préférés, alors là, si je devais faire un classement, ça serait un peu compliqué. Je sais que c'est un film qui fait pas unanimité. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. J'adore Gang of New York de Martin Scorsese. C'est un film qui m'a marqué esthétiquement, scénaristiquement, au niveau thématique. C'est une énorme claque esthétique. J'adore. J'aime énormément. Barry Lyndon, Orange Mécanique et Full Metal Jacket. Peut-être mon préféré. C'est peut-être mon Kubrick préféré. Je sais pas lequel je préfère entre Orange Mécanique, Shining et Full Metal Jacket, mais ceux-là, ils sont facilement dans mon top 3. Et sinon, il y a un film que je vous recommande. C'est pas le plus connu d'Hitchcock, mais il est très intéressant à analyser philosophiquement. C'est La Corde. C'est un huis clos. Je vous le spoil pas, mais je vous encourage à aller le voir si vous l'avez pas vu, parce que c'est pas son plus connu. C'est sur les contresens qui sont faits sur Nietzsche. Voilà. Donc si vous êtes nietzschéen, je vous encourage à regarder La Corde d'Hitchcock. C'est un film fascinant. Pour moi, c'est un film qui porte sur les contresens que les nazis ont fait de Nietzsche. Voilà. Bon, je vous en dis pas plus. Je vous conseille d'aller le voir. Après, bon, il faudrait que je fasse toute une liste de tous les films que j'aime et que je les décortique, mais c'est pas le but de la vidéo qui va être assez longue, donc voilà, je pense avoir quand même à peu près répondu à la question. Quelle chaîne philosophique ont votre préférence sur YouTube? Je pense que j'ai déjà un peu répondu à cette question. Quels sont vos philosophes obscurs, entre guillemets, préférés? J'entends par là des philosophes moins connus que les incontournables. Aristote, Descartes, Kant, mais pas moins intéressant. Alors, ça dépend obscur, ça dépend. Est-ce qu'on parle de l'obscurité au niveau du style, de l'obscurité au niveau du fait qu'il soit pas trop exposé à, on va dire, une espèce de connaissance académique? Pour moi, des auteurs comme Vico ou Berkeley sont plus obscurs que ces auteurs classiques et font partie de mes préférés. J'aime énormément Berkeley. C'est facilement un de mes 5 philosophes préférés, je crois. Son immatérialisme est absolument génial. Euh, il fait partie des très rares auteurs qui ont dû, à un moment donné, modifier de manière au moins légère ma façon de penser. C'est assez rare, hein, franchement. Il y a Maître Eckhart dans le lot aussi, qui est de tous les penseurs de la période médiévale de loin celui qui me parle le plus, qui est justement qui fait partie de ce qu'on appelle la mystique rhénane, hein. J'ai consacré des travaux sur sa pensée auxquels je vous renvoie. Il fait partie des obscurs qui, d'après moi, gagnent vraiment à être redécouverts. Voilà, sinon. Est-ce que j'ai d'autres exemples de philosophes obscurs qui seraient pas du tout connus du grand public et qui feraient partie de mes préférés? Euh, Là, comme ça, il n'y a pas de nom qui me vient. Ah oui, alors, je le compterai dans les obscurs quand même, pour une raison simple, c'est que c'est pour moi un philosophe
vachement sous-coté. Il fait partie des grands philosophes du XXe siècle et c'est même un des plus intéressants, mais il est totalement sous-coté philosophiquement, c'est Cioran, Émile Cioran. Cioran, voilà, Cioran à la française. Pour moi, c'est un philosophe qui est sous-estimé en raison de son style, en raison de son absence de méthode ou de rigueur, mais qui, en termes d'originalité, a développé quelque chose d'absolument unique dans l'histoire des idées. Et d'ailleurs, ma thèse de doctorat, sur laquelle je compte commencer à réfléchir d'ici la fin de l'année pour plus tard, elle portera sur Rang. Donc, j'encourage vraiment les gens. Je sais qu'il est un peu connu, hein, mais pour moi, il n'est pas connu pour les bonnes raisons. Il est surtout reconnu en littérature, beaucoup moins en philosophie. Donc, j'encourage les gens à lui redonner sa chance en tant que philosophe et pas en tant que qu'essayiste ou que moraliste. Hein. Vraiment, pour moi, il y a une métaphysique chez Suran. Hein. Il y a une métaphysique, il y a même une réflexion politique. Je vous conseille en particulier De l'inconvénient d'être né et Histoire et Utopie, qui sont pour moi deux immenses classiques, et aussi Sur les cimes du désespoir. Je pense que je ferai un enregistrement dessus dans pas très longtemps. C'est vraiment, il y a le précis de décomposition. Enfin, il y a plein de. Vous imaginez même pas à quel point cet auteur est génial et mérite d'être découvert. Par contre, il faut franchir la barrière de la catharsis. Au début, si vous n'êtes pas habitué, vous allez avoir envie de vous pendre en le lisant, sincèrement. Et puis après, vous allez commencer à développer une espèce de stimulation intellectuelle un peu bizarre. Et vous allez essayer de trouver une unité dans sa pensée. Enfin, franchement, moi, c'est un auteur qui m'a marqué et je pense qu'il mérite vraiment d'être remis au goût du jour. Hein. C'est un Roumain apatride qui a passé l'essentiel de sa vie en France et qui mérite vraiment d'être redécouvert, ne serait-ce que parce qu'il a une pensée qui prend à revers l'existentialisme de Sartre et même l'ontologie heideggerienne sans l'évoquer explicitement. Donc vraiment, moi, je suis vraiment d'avis de le mettre un peu plus en avant. Euh, voilà pour les auteurs obscurs qui gagneraient à être redécouverts et qui font partie de mes préférés. Vous avez consacré des vidéos à Hegel, des vidéos sur d'autres idéalistes allemands sont-elles prévues? Ou je pense surtout à Fichte et à Schelling. Alors oui, j'ai prévu un jour de m'attaquer à Schelling, mais pas pour l'instant parce que c'est un auteur qui m'attire pas du tout et, et ça a l'air très compliqué. Fichte, j'ai plus de chances de l'aborder parce que sa notion, je crois que c'est le moi absolu, hein, de mémoire. Il y a des notions dans sa philosophie qui sont très discutables et très intéressantes par conséquent, et qui mériteraient vraiment que j'y consacre un enregistrement. J'ai d'ailleurs récupéré un livre sur la pensée de Fichte qui me servira de porte d'entrée. Donc, à l'occasion, j'en ferai au moins une sur Fichte, ça c'est sûr. Chez Ing, on verra. Hein. Euh, un exploration maïeutique sur saint Thomas d'Aquin est-elle prévue? Alors, sincèrement, j'adorerais faire une exploration maïeutique sur Thomas d'Aquin, vraiment. Hein. Le seul petit inconvénient, c'est que c'est une émission qui a lieu à deux avec Gilles. Je te passe le coucou, Gilles, si jamais tu vois cette FAQ. Gilles, c'était un athée militant. Donc, il y aurait un challenge hein, pour lui, c'est de se frotter justement à un théologien qui rationalise parfaitement la croyance. Donc, ça serait intéressant, ouais, moi j'adorerais faire une exploration maïeutique sur Thomas d'Aquin, qui n'est pas un auteur auquel j'adhère globalement, hein, à part sur certaines choses, hein. Mais ça serait très intéressant, effectivement. Bah, ne serait-ce que parce que c'est probablement le plus grand penseur de la période médiévale. D'ailleurs, je voulais faire un enregistrement sur lui dans pas très longtemps, un nouveau. Donc, Thomas d'Aquin, ça me tenterait, mais il faut que ça tente Gilles, parce que, comme je l'ai dit, c'est un duo. Hein, c'est une émission qui fonctionne à deux, donc il faut que Gilles soit d'accord, et il faut que Gilles se frotte à la somme théologique.
et voilà, il faut qu'il parvienne à vaincre son athéisme, et les biais que ça peut faire naître chez lui pour se frotter à Thomas d'Aquin. Mais il est très honnête intellectuellement, et très curieux philosophiquement, donc peut-être fera-t-il cet effort-là, et si c'est le cas un jour, bon, on fera cet épisode. Il faut que j'approfondisse mes connaissances de mon côté, parce que je suis loin d'être un spécialiste de Thomas d'Aquin, hein, quand même. Leibniz, pourquoi pas, mais bon, ça reste un théologien aussi, hein, moi, un peu moins que Thomas d'Aquin, mais c'est un rationaliste assez radical, enfin, c'est un ultra rationaliste, je dirais même. Dieu occupe une place très importante dans son système. Là encore une fois, il faut que Gilles accepte. Si Gilles est partant, on le fait. Je connais assez bien Leibniz, donc c'est faisable. Hume, pareil, c'est un auteur que je connais assez bien, c'est faisable aussi, mais il faut que Gilles soit partant. Heidegger, ça sera avec grand plaisir. D'autant plus qu'il y a un challenge intellectuel à relever, vu que c'est un des, parmi les auteurs connus, probablement le plus difficile, un des plus obscurs. Mais bon, là, il faut que Gilles s'y intéresse aussi. Et Bergson, même remarque. Si Gilles est partant, je suis partant aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, nous sommes arrivés au terme de ces questions. J'espère que cette FAQ ne vous aura pas trop ennuyé, que ça vous aura plu, comme ça m'a plu de la faire. Je vous dis à très bientôt pour un ou plusieurs enregistrements philosophiques sur ma chaîne qui, je pense, va avoir un avenir un petit peu peut-être en dents de scie parce que je vous avoue que je ne sais pas encore si je vais continuer bien longtemps, Philoman. Je, je vais continuer encore un peu et puis on verra, hein. Il y a des fois où je sais pas si mon travail est encore suivi, encore utile. J'ai l'impression que oui quand même, donc je vais un peu continuer, mais disons que depuis que j'ai réussi l'agrégation, je sais pas pourquoi, ça m'a mis un petit coup de mou. J'ai un peu du mal à me remotiver pour continuer à faire ce que je fais d'habitude, mais je vais essayer de retrouver la dynamique que j'avais avant. Et puis, il me reste encore bien des auteurs à explorer avec vous. Donc, je serai toujours ravi si, bah, si ce que j'ai à raconter vous intéresse toujours et si vous restez abonné à ma chaîne et si vous continuez à suivre mes aventures. Donc, merci à vous d'être là, en tout cas, depuis 5 ans, hein. 5 ans, mine de rien, c'est une demi-décennie. J'étais presque un autre homme, hein, enfin, à l'époque où j'ai commencé. Donc, merci d'être encore là. Et je suis ravi d'avoir 12 000 abonnés, même si je n'en gagne pas davantage par la suite. J'estime que j'ai déjà réussi. Voilà. Donc, merci à vous et puis je vous dis à une prochaine fois.